pouvoir commencer cette conférence. C'était un plaisir de vous avoir pendant une demi-heure, d'être allé sur une copropriété. Ludovic, on était ensemble d'un côté de la mairie du 15e et on est tous les 6 ensemble pour cette conférence qu'on a intitulée Infrastructure de recharge en copropriété et bornes, gestion de projet, financement, contrôle. Bon, on va vous donner une vision globale d'un projet de recharge en copropriété. Mais avant de commencer, juste pour vous redonner un programme pour la journée, hein, vous savez, chers conférenciers et chers publics, on est ensemble toute la journée. Nous, on va déjeuner ici sur place. Et le public a dû acheter des sandwichs pour rester derrière son écran. On a effectivement cette conférence qui va durer 2 heures. Ensuite, on a un zoom sur l'attestation de conformité électrique avec le Consuel. C'est une interview qui va durer une dizaine de minutes. Vous allez voir, ça va tout vous expliquer sur l'intérêt de l'attestation et à quoi elle sert. Et puis, on aura ensuite 2 conférences cet après-midi. Une conférence sur comment est-ce qu'un syndic, le duo gagnant, syndic, conseil syndical, comment les deux travaillent de concert pour réussir un projet. Donc ça, c'est avec Watt. Et puis, on a une deuxième conférence sur laquelle, Didier, vous revenez d'ailleurs à 15 heures, sur laquelle on va parler assurer la sécurité et le bon fonctionnement des bornes avec le Consuel. Voilà. Donc, c'est tout un programme aujourd'hui sur cette journée. C'est un nouveau format de conférence, une nouvelle salle, un nouveau format, un programme sur une journée. Peut-être pour commencer, je voulais vous proposer de faire un tour de table de présentation, qui vous êtes, qui vous représentez, et puis on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. En même temps qu'on va se présenter, vous voyez le QR code qui s'est affiché. Je vous encourage, chers conférenciers, à scanner avec vos téléphones. Ça va vous servir, voilà, je vois que vous le sortez. D'habitude, on vous dit rangez vos téléphones, ne vous en servez pas. Alors on vous dit sortez vos téléphones, servez-vous-en. Je parle aussi pour vous, cher public, qui êtes avec nous dans la salle et êtes à distance. Ça vous servira à 2 choses. Posez vos questions, que je reprendrai pendant la conférence. Et puis, deuxième chose, ça vous servira à répondre. Il y a des petits sondages, des petits quiz avec un jeu à la fin. Ça vous servira effectivement aussi à jouer à ce sondage et à ce quiz. Voilà, alors on va commencer par se présenter. Peut-être on va... Jean-Baptiste, allez, on va... Avec plaisir. Donc Jean-Baptiste Ranou, responsable du développement chez Logivolt. Et j'aurai l'occasion de revenir sur ce que fait Logivolt pendant la conférence. Très bien. Ludovic. Voilà, donc bonjour. Pour ma part, donc Ludovic Coutan, je représente une petite maison qui s'appelle l'Aver France, qui est en fait voilà, une association professionnelle qui fédère plus de 250 acteurs industriels qui sont des parties prenantes donc, de la mobilité électrique. Et pour ma part, donc, je suis directeur du programme Advenir, qui est le principal programme de subvention de la recharge en France. Cette conférence est co-organisée avec vous. Je profite pour vous remercier encore une fois de votre confiance. Laurent, ensuite, pour continuer. Bonjour, Laurent Courtiel. Je suis le directeur des ventes France pour la société Unex. Et Unex est le spécialiste de la sécurisation du parcours des câbles avec des solutions isolantes, quel que soit le domaine d'activité, en particulier les infrastructures collectives de recharge de véhicules électriques. Voilà, on va y revenir. Alors ensuite, on a David qui est avec nous. Bonjour David. Bonjour, je suis David Bontemps, fondateur de Pulse Evolution. Notre savoir-faire est d'apporter du conseil, de l'appui technique auprès de professionnels dans le cadre de déploiement de leurs points de charge sur des parkings tertiaires ou en copropriété. Et l'idée, effectivement, c'est de respecter leurs contraintes techniques et également la réglementation en vigueur, en fait. Voilà, n'en dites pas trop, on va rentrer dans le sujet. Je sens que vous êtes prêts à partir tous dans vos sujets. Didier. Oui, donc bonjour, Didier Bagnon, responsable expertise client de la société Michaud. Nous sommes fabricants de matériel électrique, entre autres pour les infrastructures de recharge des véhicules électriques. Voilà, et pour terminer, Laurent. Bonjour à tous, Laurent Deschamps, Société 2B, entreprise d'installation de bornes de recharge, mandataire pour les copropriétés, pour les accompagner. On va en parler aussi également tout à l'heure. Voilà, allez, on va commencer. On avait dit qu'on ferait un petit quiz, Morgane, ce premier sondage. Prenez vos smartphones. On a une petite question pour vous, pour se mettre en chauffe avant de commencer dans le vif du sujet. On vous l'affiche. Il y aura également, pour préciser au public, voilà,
Quel est, selon vous, le principal frein à l'installation de bornes de recharge en copropriété? Donc là, il peut y avoir une seule question, je crois, une seule possibilité. Vous allez remplir et puis on va en discuter en quelques minutes. Vous voyez les résultats qui s'affichent en direct. Tout le monde a saisi. On vous laisse quelques minutes. Le manque sur les aides, le manque d'informations sur les aides, le coût et financement du projet, le délai de réalisation, la complexité technique. Voilà, bon, vous avez à peu près saisi. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Voilà, Ludovic, je sais pas, le coût et le financement du projet, ça vient de s'inverser. C'est la pierre angulaire de la réussite. Alors moi, paradoxalement, j'ai répondu le manque d'informations sur les aides, non pas parce que je pense que les aides ne sont pas connues, bien que bon, voilà, il faut toujours continuer à les faire connaître, mais parce que pour moi, la complexité technique, elle est maîtrisée, parce qu'il y a maintenant des solutions et des offres qui sont disponibles sur le marché. Et sur la partie coût et financement, bon, je pense que tout le monde aura l'occasion de le découvrir aujourd'hui, mais aujourd'hui, grâce aux aides publiques et aux acteurs financiers, il est possible d'avoir une installation pour 0 €. Donc pour moi, c'était presque un vote par défaut plutôt qu'un vote de conviction. Voilà. Gardez le micro, Ludovic, on va directement rentrer dans le vif du sujet. On avait prévu effectivement que vous auriez quelques chiffres clés à nous montrer. On fait souvent ça ensemble, un état des lieux, hein, des chiffres, des ventes de véhicules, des bornes installées, voilà. Très bien, avec plaisir. Donc effectivement, l'AVER France, une de nos missions, c'est d'éclairer, on va dire, l'écosystème professionnel et également plus largement l'opinion publique sur les sujets de mobilité électrique. On est producteur de différents baromètres qui sont mis à jour soit mensuellement, soit trimestriellement, qui permettent de suivre, on va dire, les constantes vitales de la mobilité électrique. Donc, je ne vais évidemment pas vous faire une longue conférence sur l'ensemble de ces chiffres, mais j'en ai pris quelques-uns qui permettent de transmettre un certain nombre de messages. Alors tout d'abord, en termes de véhicules électrifiés, donc les voitures 100% électriques et les hybrides rechargeables, on en est aujourd'hui à environ 2,5 millions de véhicules en circulation en France. Donc qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que finalement, on n'est plus dans un usage d'early adopter, on est rentré dans une phase de massification. Donc c'est beaucoup, forcément, 2,5 millions, ça représente environ un peu plus de 5% du parc, donc il y a encore beaucoup à venir, on n'est qu'au tout début de cette dynamique. Deuxième chiffre clé que je trouvais intéressant de commenter, puisqu'on sait que dans la tête des futurs conducteurs, il y a toujours cette angoisse de l'autonomie et de la recharge sur laquelle il faut faire de la pédagogie pour justement leur montrer que les solutions existent. Aujourd'hui, le territoire français est couvert avec plus de 190 000 points de recharge sur l'ensemble du territoire. Donc grosso modo, il y en a partout. Toutes les aires d'autoroute sont équipées de bornes ultra rapides qui permettent de se recharger en 15 à 30 minutes. Oui, c'est plus un sujet aujourd'hui, hein, voilà. la recharge. Donc aujourd'hui, il est possible de faire de la longue distance en véhicule électrique. Les autonomies des véhicules sont sans cesse en croissance. Aujourd'hui, la moyenne est aux alentours de 400 km d'autonomie WLTP. Et on trouve de très nombreux modèles qui ont 500, 600, voire plus d'autonomie, donc ce qui permet, en combinaison avec cette infrastructure publique de recharge, de ne plus avoir aucune inquiétude pour les longs trajets. Et troisième chiffre que je trouvais intéressant, qui nous rapproche un peu du cœur du sujet de cette journée, c'est l'équipement des immeubles collectifs et des copropriétés qui aujourd'hui n'est que de 16%. Il n'y a que 16% des bâtiments collectifs qui ont soit une infrastructure de recharge, soit ont voté l'installation imminente d'une infrastructure de recharge. Ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la mobilité électrique, oui, il est indispensable d'avoir une infrastructure pour l'itinérance. Mais en fait, ce que l'on voit dans les études des utilisateurs et de leur mode de consommation, c'est que 90% des recharges se passent à domicile. Pourquoi ? Parce que c'est plus pratique, parce qu'on n'a plus besoin de faire l'aller-retour à la pompe et parce que c'est moins cher. Donc, un des freins, c'est effectivement disposer d'une borne à la maison et c'est pour ça qu'il faut que les copropriétés prennent à bras-le-corps cette transition
et permettent à leurs résidents de bénéficier des services, on va dire, au goût du jour et qui permettront à tout un chacun d'aller vers une mobilité plus décarbonée, avec plus de souveraineté énergétique, etc. etc. J'avais une question, c'était 16% Des copropriétés. C'est les copropriétés équipées de parking. C'est ça, c'est 16% de 270 000 ou 300 000 copropriétés. C'est 260 000 le chiffre qui est pris comme référence, mais donc ce sont les copropriétés équipées de parking et la source, c'est le CEREMA. Voilà, je crois qu'il y a un dernier petit chiffre à nous donner. Effectivement, on peut se dire, mais pourquoi s'équiper maintenant? Est-ce qu'il y a des échéances qui arrivent, Ludovic? Voilà, exactement. Donc, après vous avoir donné un petit peu quelques grands chiffres sur les tendances du marché électrique et de pourquoi est-ce que c'est vertueux d'y passer et de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à une recharge simplifiée, forcément, la copropriété, ça peut paraître un peu complexe. Qu'est-ce que c'est que cette infrastructure? Alors, donc finalement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les copropriétés ont été construites à un moment où il n'était pas anticipé de tels usages électriques. Donc les infrastructures électriques, les raccordements au réseau public de distribution ont été dimensionnés pour répondre à des usages classiques. Chauffage, cuisson alimentaire et autres, et j'en passe, appareils électroniques, etc. Mais en fait, ces installations électriques ne sont pas dimensionnées pour accueillir des véhicules qui vont recharger. Donc il va falloir finalement renforcer les installations électriques de la copropriété pour pouvoir accueillir les futurs véhicules. Et tout ça, c'est pas si mystérieux que ça. C'est quoi? C'est une nouvelle connexion au réseau public de distribution qui se matérialise donc par un point de livraison, ou voilà, comme tout le monde le connaît, plus le Linky, le compteur. Donc ça va être un nouveau compteur qui va équiper la copropriété. Un nouveau câble. Voilà. Ensuite, derrière, ça va être des armoires électriques qui vont être stratégiquement placées dans le parking afin de desservir l'ensemble des places, et des chemins de câbles pour pouvoir faire passer les futurs câbles qui viendront raccorder les bornes à cette installation électrique. Donc finalement, ce n'est pas si compliqué et mystique que ça, et toutes les solutions existent. La copropriété, en revanche, va devoir faire un choix sur lequel je ne reviendrai pas en profondeur, puisque je pense que ça sera largement développé par les intervenants qui suivront, mais elle va devoir faire un choix entre deux modèles, soit s'appuyer sur une infrastructure électrique privée, gérée par un opérateur qu'elle pourra choisir, et voilà, dans le cadre de mise en concurrence, de devis, etc., soit une infrastructure publique qui sera gérée par le gestionnaire de réseau de distribution. Donc voilà, il y a ce choix à faire. Le principal, pour donner un nom, le principal qui est Enedis, en termes de... Mais il y en a d'autres, exactement. Enedis, mais pas que. En tout cas, il y aura ce choix à faire. Il y a des avantages et des inconvénients, sur lesquels les autres conférenciers pourront revenir largement, mais il y aura effectivement ce choix à faire. Et ensuite, c'est un bien collectif qui va également valoriser le patrimoine immobilier de la copropriété. Donc là, il y a de plus en plus d'études dans la littérature qui viennent documenter que en s'équipant d'une infrastructure, on va augmenter la valeur de sa place de parking de 5 à 15%, et on va également accroître son attractivité à la location et le temps de vente, puisque les biens équipés de bornes de recharge partent plus vite sur le marché que les biens qui ne le sont pas. Donc il y a des avantages à investir dans ces infrastructures pour valoriser le patrimoine immobilier. Et dernier point, donc je voulais juste... on voulait parler des acteurs un peu qui représentent et quels sont leurs rôles. Tout à fait. En fait, donc maintenant qu'on a compris pourquoi il faut y aller, en quoi ça consiste techniquement et pourquoi c'est positif d'un point de vue y compris pécunier, forcément, ce sont des projets qu'il va falloir mener au sein de la copropriété. Nous, on a différentes étapes dans lesquelles le syndic, le conseil syndical et les copropriétaires ont chacun leur rôle à jouer. Donc tout d'abord, nous, on recommande, que ce soit le syndic ou le conseil syndical, de réaliser un recensement. Ça peut se faire facilement via des questionnaires, et notamment, nous, on a des questionnaires pré-imprimés sur une de nos plateformes dont on parlera tout à l'heure.
Voilà, vous pouvez facilement recenser qui sont les copropriétaires qui, à court ou moyen terme, pourraient avoir un intérêt. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être positif pour lancer une dynamique. Ensuite, il y a une deuxième étape, toujours, on va dire, via le syndic ou le conseil syndical, qui finalement consiste à prendre contact avec des acteurs du secteur pour qu'ils réalisent des visites et des devis. Et ensuite, une fois que ces visites et ces devis ont été réalisés, il faut préparer la décision en AG, qui cette fois va concerner l'ensemble des copropriétaires. Nous, on recommande fortement de préparer cette échéance, de faire des campagnes d'information de différentes formes. Discuter avant, on n'arrive pas en AG. Exactement. Pour éviter les points de blocage par rapport à des personnes qui pourraient avoir des a priori ou malheureusement des méconnaissances sur certains points du projet ou de la mobilité électrique dans sa globalité. Donc, on propose de préparer ça. On a même un outil qui peut vous y aider, hein, un webtoon qui sera également évoqué plus tard, qui sous forme d'affichette peut servir à sensibiliser les copropriétaires. Donc pour nous, cette prise de décision, c'est une étape à ne pas négliger. Et ensuite, vous avez une phase travaux. Et une fois que la phase travaux est terminée, la copropriété est équipée pour le reste de sa vie. Et les copropriétaires auront un accès aisé à la recharge et donc objectif atteint. Voilà, bonne introduction, merci Ludovic. Donc on a compris, on a deux solutions. Ce qu'on va faire avec vous, cher public, aujourd'hui, on va détailler ces deux solutions d'un point de vue technique, d'un point de vue financement également, de manière à ce que vous repartiez avec tous les éléments pour pouvoir installer votre borne, votre infrastructure et vos bornes dans la copropriété. Alors on commence par la première solution. Avec vous, Didier, qui est, il y a un acronyme, hein, réseau REA, réseau électrique auto, hein, donc on est dans la solution publique, hein, c'est ça Oui, tout à fait. Si on parle effectivement, quelle est la traduction technique de ces deux solutions évoquées par Ludovic, la solution d'infrastructure privée va nécessiter l'installation d'un nouveau comptage centralisé pour la copropriété, comptage qui sera pris en charge par un opérateur de recharge, et c'est à partir de ce comptage-là que l'opérateur va desservir les places de parking. Quant à la solution dite publique, en fait, c'est le réseau public de distribution qui lui-même va rentrer à l'intérieur du parking, un petit peu comme on va desservir vos logements par le réseau public de distribution. On peut aller desservir les places de parking directement par le réseau public de distribution. Alors, quand on parle de logement, c'est naturel en fait d'avoir un compteur chez soi et l'électricité arrive jusqu'au compteur. Quand on parle de places de parking, c'est peut-être un peu moins naturel, mais le principe est exactement le même. Alors, concernant l'acronyme Réseau électrique auto, le REA, Réseau électrique auto, en fait, c'est l'appellation qui est donnée par Enedis à cette solution technique-là. Mais pour être plus générique, je vais parler plutôt de solutions à comptage individuel, parce qu'il y a d'autres gestionnaires de réseaux de distribution qu'Enedis, selon les régions dans lesquelles vous vous trouvez. Alors, j'ai un petit schéma là, qui est présenté à l'écran qui illustre cette solution à comptage individuel. En fait, vous allez avoir un compteur linké sur votre place de parking, exactement comme dans le logement. Donc ça a un certain nombre d'avantages. Le premier avantage, c'est la liberté, puisqu'en fait, comme pour votre logement, vous êtes libre du choix de votre fournisseur d'électricité, vous êtes libre du choix de votre installateur électricien qui va venir installer la borne de recharge derrière, vous êtes libre du choix du modèle de borne, et vous êtes même libre du choix de l'usage que vous allez faire de ce nouveau point de livraison électrique. Parce qu'on parle là de borne de recharge, bien entendu, mais si vous voulez aussi utiliser ce nouveau point de livraison pour l'éclairage de votre box, par exemple, ou pour l'électrification de la porte de votre box, c'est tout à fait possible. En fait, vous avez un nouveau point de distribution électrique
sur votre place de parking. Finalement, vous en faites ce que vous voulez, en plus de la recharge des véhicules électriques. Voilà, donc ça c'est très clair, effectivement. On voit donc juste que ces petits compteurs verts, hein, l'écrit. Ensuite, il y avait une autre diapo que je vois que vous avez sur les parkings extérieurs, effectivement. Est-ce que donc on gère le parking intérieur et le parking extérieur sur, Oui. sur le même modèle? Oui, tout à fait. On s'est attaché, les fabricants, en relation avec les gestionnaires de réseau, on s'est attaché à développer des solutions pour toutes les typologies de parking, aussi bien les parkings intérieurs que les parkings extérieurs. Ce faisant, on a rencontré des cas complexes a priori, hein, tels que les parkings situés en toit-terrasse, où on ne peut pas creuser le sol, par définition, parce qu'on creuserait à l'intérieur de l'immeuble. On a rencontré des cas de figure avec des parkings très végétalisés, où là, il est difficile de creuser également. Donc, il a fallu répondre en fait à tous ces cas de figure, aussi bien parking intérieur que parking extérieur et toutes les typologies de parking. Des parkings où il y a des murs, des parkings où il n'y a pas de murs, quand vous avez des box, quand vous n'avez pas de box. Donc aujourd'hui, les solutions sont suffisamment matures pour qu'on ait finalement une réponse à tous ces cas de figure. Voilà. Quel que soit votre parking, il y a une solution qui se pose à vous. Alors, on va, Didier, je crois que vous avez à peu près, vous vouliez dire autre chose, c'était... Non, on va continuer à tirer le fil là, sur le réseau électrique auto. Avec vous, Laurent, on reviendra à vous, Didier, parce que finalement, il y a un nouveau métier aussi, le mandataire. En tout cas, il faut accompagner les copropriétaires pour gérer le dossier, pour installer cette borne. Et donc ça, vous jouez ce rôle-là. Vous avez une double casquette d'ailleurs, si je ne me trompe pas, parce que vous êtes à la fois mandataire et aussi électricien. Donc, Voilà, en fait, on est d'abord à la base électricien, entreprise d'électricité, nous depuis 1970, et partenaire d'EDF et d'Enedis sur les projets d'électrification de parking depuis 2019. Donc, on a découvert ce métier. On est d'abord électricien, et puis en accompagnant les copropriétés dans la gestion de l'installation de l'infrastructure, on est devenu mandataire, un peu comme M. Jourdain qui a fait de la pro sans le savoir. Nous, on était mandataires, donc on a conceptualisé la démarche, et puis ensuite on l'a industrialisé pour que tout le monde puisse l'appliquer. voilà. Donc c'est quoi un mandataire? Parce que finalement, c'est la gestion de projet. Les questions qu'on se pose, c'est c'est quoi le projet pour un copropriétaire qui nous écoute? Voilà. Et ça prend combien de temps? Donc le but du syndic et du conseil syndical, c'est d'obtenir une convention de préfinancement. Ouais. C'est-à-dire que c'est un document qui va contractualiser entre la copropriété et Enedis le principe de l'infrastructure. Donc cette convention de préfinancement va indiquer le coût des travaux qui sont préfinancés par Enedis, et les montants que vont devoir payer chaque copropriétaire qui vont vouloir se raccorder à cette infrastructure. Donc les coûts, c'est la dérivation individuelle et la quote-part. Le mandataire, lui, son rôle, c'est, avant l'Assemblée générale, de préparer en amont les visites techniques avec un bureau d'études. Cette étude qui va être envoyée à Enedis pour qu'Enedis puisse faire cette convention de préfinancement. Donc, avant l'AG, presque un an avant l'AG, on est mandaté par la copropriété pour avoir cette convention de préfinancement au moment de l'Assemblée générale. Voilà, que tous les papiers soient bien... Voilà. La solution technique soit à peu près à plat. Voilà, administrativement et techniquement, qu'on ait l'ensemble des documents. Donc, il y a un premier rôle du mandataire qui est de faire le lien entre le syndic, le conseil syndical, Enedis, le bureau d'études mandaté qui va venir faire l'étude technique, et puis l'ensemble des copropriétaires de la résidence. Donc ça, c'est tout ce qui se passe en amont de l'Assemblée générale. Le mandataire va plus loin parce qu'une fois que l'Assemblée générale aura voté cette convention, il va falloir accompagner l'ensemble des copropriétaires pour que les travaux se fassent, se réceptionnent et puissent utiliser leur borne de recharge. Voilà, et chacun là peut décider d'avoir un compteur ou pas de compteur. Voilà.
La convention de préfinancement, la seule obligation, on va dire, c'est qu'il y ait au moins une borne de recharge installée pendant les travaux. Donc, on fait, comme l'a dit Ludovic, un recensement de l'ensemble des copropriétaires intéressés pour se raccorder dès à présent. On appelle ça une dérivation immédiate. Et au choix du copropriétaire, par la suite, de se raccorder dans le futur après cette première installation. Ouais. En moyenne, vous savez, par retour d'expérience, c'est quoi le pourcentage de copropriétaires qui se... 10 à 20%, Ouais, c'est le nombre de copropriétaires qui se raccordent tout de suite. tout de suite. Ouais. Voilà. Ok. Et après, nous, on va gérer les demandes de raccordement individuel qui vont arriver par la suite. Ça correspond à peu près au taux de véhicules électriques. J'avais 16% en tête. Est-ce que c'est ça? 10 ou 20% des copropriétaires qui se raccordent? Alors, malheureusement, là, je n'aurai pas de statistiques précises sur ce point-là. Jean-Baptiste, oui. Ouais, nous, pour répondre à cette question aussi, nous aussi, on observe effectivement sur la solution opérateur privé, dès qu'une infrastructure est mise en place, il y a vraiment une accélération assez rapide et beaucoup plus d'ailleurs rapide que les statistiques du taux de pénétration de véhicules électriques. Et effectivement, avoir une infrastructure, que ce soit REA ou solution opérateur auto, entraîne une demande de borne et donc un passage à l'électrique. Donc le délai du projet, pardon. Non, je disais oui, pas de chiffre spécifique. Par contre, effectivement, dès qu'on est équipé, il y a un phénomène d'accélération qui se produit. Ouais. Le délai total du projet, donc j'ai compris à peu près un an en amont de... Un an en amont de l'Assemblée générale. Oui. Et une fois que l'Assemblée générale a voté pour une des deux solutions, pour la solution réseau électrique auto, en moyenne, contractuellement, c'est 6 mois une fois que la convention est signée. Il y a les 2 mois de carence après l'Assemblée générale. Il faut compter un an. Il faut compter un an pour que les gens puissent utiliser leur borne de recharge. Oui, donc ça prend un peu de temps, mais c'est le message qu'il faut passer. Ça prend un peu de temps. On est en train de passer au véhicule électrique, donc il faut que dès aujourd'hui, tout le monde se mette Voilà. à mettre ça dans son projet pour avoir sa recharge quand tout le monde aura ses véhicules Voilà. électriques. Comme l'a dit Ludovic, pour le réseau électrique auto, il n'y a plus que 2 assemblées générales pour pouvoir encore utiliser le programme à devenir et avoir les subventions. Voilà, donc on a passé, je crois, le message. Alors, on a regardé là maintenant avec ces deux, le réseau électrique auto, le mandataire, avec la solution privée, hein, si j'ai bien, publique, pardon, si j'ai bien compris. Et ensuite, maintenant, nous allons regarder la solution privée avec vous, David, ce qu'on appelle la solution aussi opérateur. Hein. On a plusieurs noms, alors on va essayer de simplifier pour que le public ne se perde pas. Est-ce que vous pouvez nous décrire, c'est quoi la solution opérateur? C'est quoi les différences par rapport à la solution publique et c'est quoi son intérêt? Eh ben, la solution opérateur privé ou opéré, en tout cas, elle va simplifier tout parce qu'en fait, c'est clé en main, quoi, tout simplement. Donc l'opérateur, lui, il va gérer les études, il va gérer les travaux, l'exploitation et la maintenance, quoi, effectivement. Quoi, en fait, quoi. Donc c'est ce qui a été dit aussi précédemment. Quoi. Donc là, on voit à l'écran, donc là c'est un schéma qui est repris, hein, pour illustrer en copropriété, donc dans un parking souterrain, mais on a le pendant effectivement sur la partie extérieure. Donc là, on va avoir un point de livraison qui sera dédié à l'infrastructure collective, en fait. Et on va passer par un tableau. Donc ce tableau, on va l'appeler tableau IRVE. C'est ce qui a été également présenté par Watt tout à l'heure lors du reportage. On peut avoir aussi un coffret data pour faire de la remontée d'informations et donc du coup du paiement aussi. Donc là, l'idée, c'est de retrouver les protections, le comptage pour pouvoir alimenter donc les différents points de charge, quoi, en fait, quoi. Donc chaque résident pourra demander, en fait, tout simplement, son point de charge à la demande. Donc on va avoir peut-être, comme c'est le cas pour la solution plutôt REA, donc on va avoir des demandes, on va faire une demande, et après, par rapport aux personnes qui auront répondu spontanément, il va y avoir par la suite d'autres demandes complémentaires, en fait, quoi. Et il n'y aura plus besoin de reposer le dossier en AG parce qu'en fait, la solution aura déjà été voté préalablement, en fait, quoi. Donc le délai moyen, on va être dans les mêmes ordres de grandeur, hein, de 12 mois, et après sur la réalisation, on sera de 3 à 6 mois, quoi. Par contre, dès lors qu'il y aura un nouveau demandeur, on va avoir des délais qui seront de l'ordre,
j'allais dire, peut-être un peu plus court. Alors, pour des raisons logistiques, je vais dire jusqu'à 3 semaines, quoi. Le temps d'approvisionner le matériel, de l'installer, et de caler le rendez-vous. Oui. Jean-Baptiste, oui. Je me permets une petite précision sur les délais initiaux. On est quand même un peu plus court que sur le REP parce qu'il n'y a pas cette demande de préfinancement à faire. C'est ça. C'est l'opérateur directement qui peut faire ses devis, donc il n'a pas besoin de demander quoi que ce soit. En revanche, dans les travaux, les réalisations, on est vraiment dans les mêmes ordres de grandeur. Je me permets juste, donc on est quand même un peu plus court, on peut quelques mois, Ça, c'est l'épaisseur du trait. Non, c'est Une fois qu'on installe finalement son infrastructure, elle est là pour longtemps. oui, pour une fois l'infrastructure votée, on est dans les mêmes ordres. C'est vraiment le projet en amont, on peut s'y prendre 2-3 mois avant le passage en assemblée générale et avoir un devis prêt à présenter lors de son assemblée générale. Je permets juste. Là, vous avez encore d'autres. Oui. Pour dire sur effectivement le délai, quand on a une copropriété dont l'AG est assez proche, qui n'a pas anticipé les 6 ou 7 mois pour avoir la convention de préfinancement, on a la possibilité de faire voter une résolution qui va donner pouvoir au conseil syndical de valider la convention de préfinancement quand ils vont la recevoir. Comme il n'y a pas d'engagement financier pour la copropriété, le conseil syndical a le pouvoir de signer cette convention et ensuite de lancer les travaux du réseau électrique auto. Oui, donc vous avez trouvé une petite astuce, en tout cas juridique, Voilà, mais voilà. quelque chose qui fonctionne pour effectivement raccourcir. Pas avoir à attendre un an supplémentaire pour pouvoir se lancer sur une des deux solutions. David, alors pour continuer, parce qu'il y a encore quelques diapos là, vous voulez montrer là, sur la solution pour qu'on comprenne bien au niveau technique. Donc là, c'est un visuel qui représente effectivement deux solutions. Donc une solution qui est plutôt en parking extérieur, parking extérieur, et en parking souterrain, en fait. Donc là, on a une alimentation qui vient d'Enedis, tout simplement, quoi, et qui va être arrivée en pied de colonne, là, typiquement, et on va dédier un point de livraison qui peut être du tarif jaune ou du tarif bleu, pour alimenter l'ensemble de l'infrastructure de recharge, quoi. Et au travers de ça, on va positionner l'ensemble des protections donc, par point de charge dans un TGBT ou un TD-IRVE. C'est l'armoire. Alors encore là, des acronymes, c'est l'armoire électrique. Alors, voilà, c'est ça. Alors, tableau général basse tension pour le TGBT et TD, c'est le tableau de distribution, excusez-moi. Voilà. Et ensuite, on peut retrouver effectivement tout ce qui est data et qui va véhiculer par un câble RJ45, quoi. Donc là, c'est pareil. Donc là, c'est un document qui illustre les différentes typologies de stationnement avec des solutions. Donc on peut avoir des solutions qui vont être différentes, notamment pour le cheminement de câbles et pour aussi installer les points de charge. Donc on voit ici de l'enrobé, on voit de l'épi, on voit de la bataille aussi, et on va retrouver également des solutions où il y a des matériaux autodrainants qui vont favoriser la pénétration d'eau de pluie, en fait, quoi. Donc là, en fonction de ça, c'est pas du tout le même terrain et on n'aura pas les mêmes solutions techniques à mettre en face. Voilà, donc on a décrit, là, on a posé à peu près le sujet, même carrément le sujet sur ces deux solutions techniques. Qui, in fine, finalement, on arrive au même résultat. On arrive à recharger sa voiture à la fin et sans difficulté. Alors, justement, Laurent, vous en parliez, c'est le copropriétaire qui reste décideur de ses choix, parce qu'il faut toujours le remettre au centre du sujet. C'est lui qui vote, qui décide, qui est propriétaire de ses solutions. Absolument. Il y a un des enjeux dans cette infrastructure de recharge collective, quelle que soit la solution technique qui va être retenue, que ce soit un réseau électrique auto opéré par un gestionnaire de réseau ou que ce soit une solution opérateur opérée par un opérateur privé. Il y a souvent aussi de la part des copropriétaires un frein sur l'impact esthétique de cette installation sur les parties communes, qu'elles soient intérieures ou qu'elles soient extérieures. Et un des enjeux, c'est finalement, et je crois que Ludovic Coutan l'expliquait très bien tout à l'heure, si l'infrastructure de recharge a pour vocation de valoriser le patrimoine, il ne faut pas que l'installation impacte esthétiquement ce patrimoine. Et donc, le message, c'est
vous êtes copropriétaire, c'est à vous, c'est votre bien, c'est votre patrimoine, et c'est à vous qu'il appartient, avec les différents acteurs du projet, de valider quelle est la solution technique qui va être mise en œuvre et de quelle manière cette solution technique va impacter l'esthétique de vos parties communes, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Et c'est vrai que Ludovic Coutan faisait référence au fait qu'il faut un chemin de câble. Oui, idéalement, il faut un chemin de câble. Mais la réglementation, suivant qu'on va mettre en œuvre un réseau électrique auto ou un réseau opérateur, n'oblige pas toujours à mettre un chemin de câble. Et parfois, pour des raisons économiques, il pourrait être choisi de mettre en œuvre simplement des câbles fixés au plafond, si la réglementation le permet. Dans le cas du réseau électrique auto, et je crois qu'on a un slide qui le montre, dans le cas du réseau électrique auto, si la hauteur sous plafond est supérieure à 2 mètres, rien n'oblige réglementairement à mettre en œuvre un chemin de câble. Mais parce que vous êtes les décideurs du projet, c'est votre bien. Oui, Ludovic? J'allais dire, en revanche, la présence de chemin de câble est une exigence pour obtenir les aides publiques. Donc, il n'y a pas d'obligation réglementaire. Néanmoins, on se prive quand même de 50% du coût de l'installation en subvention. Merci pour cette précision, Ludovic, parce qu'effectivement, ça va être un des enjeux économiques. C'est que la présence d'un chemin de câble va faciliter le financement et va réduire le coût de votre projet. Et donc, la particularité des chemins de câble, et en particulier des chemins de câble isolants UNEX, c'est que, quel que soit le cas de figure auquel vous allez être confronté en intérieur, le chemin de câble isolant coche 100% des cases. Il coche 100% des cases parce que la hauteur sous plafond soit supérieure à 2 mètres ou inférieure à 2 mètres, la solution est techniquement conforme. Et si la hauteur sous plafond est inférieure à 2 mètres, dans le cas du réseau électrique auto, c'est non seulement utile, mais c'est en plus obligatoire. Parce qu'il y a un véritable enjeu de sécurité. Il m'arrive de parler de couches additionnelles de sécurité. Les gens qui font du logiciel, ils aiment bien la notion de couche logicielle. Eh bien, ici, on va rajouter une couche supplémentaire de sécurité en interposant entre les câbles et les gens qui vont fréquenter ces parties qui sont des parties communes, accessibles à toutes et à tous, va interposer une couche de sécurité supplémentaire. Une couche de sécurité qui, on l'a vu dans les différentes solutions qui ont été évoquées, il y a un prééquipement dont la vocation est de permettre l'équipement à terme de 100% des emplacements, mais l'esthétique de l'installation initiale n'est pas l'esthétique de l'installation définitive. Et il faut donc se projeter sur qu'est-ce que ça va donner quand 100% des emplacements vont être équipés, quelle que soit la solution technique retenue. Est-ce qu'on va accepter d'avoir au plafond une toile d'araignée avec des câbles qui circulent directement au plafond, ou est-ce qu'au contraire, on veut que ces câbles soient dissimulés derrière un dispositif qui rapporte une couche de sécurité additionnelle, qui va faciliter l'évolutivité de l'installation et qui va, in fine, contribuer à valoriser votre patrimoine tout en restant fonctionnel dans les meilleures conditions de service possibles. Et c'est en plus de ça, non seulement une solution économique parce qu'elle permet d'avoir le complément d'aide, puisqu'il va falloir que ça passe sur un chemin de câble, mais qui en plus, par son évolutivité, va faciliter les évolutions futures de l'installation, quelle que soit la solution technique retenue. C'est ça l'enjeu pour vous, copropriétaires, dès le départ, avec les acteurs du projet, de bien fixer quel va être votre niveau d'exigence. D'ailleurs, hier, avec une conférence qu'on avait avec la Fédération des électriciens sur ce sujet-là, sur la sécurité électrique, j'ai un chiffre à vous donner, c'est qu'il y a 2 morts par mois d'électrocution. Donc on voit bien que la sécurité, c'est un enjeu important. Et donc, ça, c'est pour répondre à votre proposition. Oui, et puis je dirais que les acteurs qui interviennent sur ces projets, même s'ils ne sont pas là ici autour de la table, je pense aux gens de chez Consuel, à chaque fois qu'ils sortent des études sur les sources de non-conformité des installations, reviennent très régulièrement des éléments relatifs à l'équipotentialité et à la mise à la terre des installations, qui sont des éléments qui, quand le chemin de câble est isolant, on élimine une source de défaut potentiel sur la notion d'équipotentialité et sur la notion de mise à la terre. C'est tout l'enjeu, dès le départ, de faire les bons choix, parce que j'ai entendu quelque chose de très important, et je vais encore une fois citer Ludovic Coutan,
Il a dit c'est une installation pour le reste de la vie du bâtiment. Ce n'est pas une installation temporaire. Vous devez vous projeter sur toute la durée de vie de votre patrimoine. Donc maintenant, merci Laurent pour cette présentation sur les chemins de câble. Effectivement, sur la sécurité, Ouais. les installations donc, du réseau électrique auto, toute la partie infrastructure va être contrôlée par le GRD. Et toute la partie Enedis pour Enedis, pour- voilà, c'est pas Enedis le pour 90% des cas, et par le Consuel pour les installations après compteur Linky. Donc sur un réseau électrique auto, 100% des points de livraison sont contrôlés, 100% des bornes sont contrôlées par le Consuel. Voilà, donc ça c'est une autre différence sur les contrôles qu'il peut y avoir. Tout à l'heure, il y aura Consuel qui sera là pour une interview à midi, donc avec Sébastien qui nous fera une présentation. Alors, on va continuer maintenant. On a une deuxième partie qu'on avait dit dans cette conférence, une fois qu'on a posé les éléments techniques, c'était la partie financement. Et donc, on va dérouler dans le même ordre. Donc, il y a deux solutions de financement. C'est un petit peu différent dans les mécanismes. Tout à fait. Le côté opérateur et le côté opérateur privé, réseau privé, et réseau électrique auto, réseau public. Voilà. Donc on va commencer avec vous, Jean-Baptiste, pour la partie opérateur. Alors. Tout à fait. Donc, on a parlé effectivement donc, de la solution opérateur privé, de cette question effectivement de l'infrastructure de recharge qui est nécessaire dans 98% des cas aujourd'hui. Et la question qui se pose, c'est qui va payer pour ces travaux effectivement, qui va payer pour pouvoir installer une borne sur sa place de parking en copropriété. Combien ça coûte et qui paye? Exactement, ça c'est toujours les questions primordiales qui vont se poser, que ce soit pour le RAF. De toute façon, je pense que c'est le cas de tout le monde. Aujourd'hui, la réponse est simple pour la solution opérateur privé, ça va être donc Logivolt que je représente aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est vraiment la référence pour la solution de financement pour la solution opérateur privé. Je dis la référence car aujourd'hui, quasiment tous les plus gros opérateurs aujourd'hui de la solution opérateur privé passent par la solution Logivolt pour le financement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, quand un opérateur privé va faire son devis de travaux pour essayer de comprendre où vont passer justement les chemins de câbles, comment placer les tableaux divisionnaires, il va donc produire un devis. Ce devis, c'est Logivolt qui va le payer. Aujourd'hui, ce qui va permettre à la copropriété de ne rien avoir à débourser. Ce qui va permettre effectivement de ne pas avoir de reste à charge de la copropriété et de faire en sorte que en assemblée générale, les projets puissent être votés, parce qu'on se doute bien que dans une assemblée générale, s'il y a un seul copropriétaire qui veut une borne et que tous les autres copropriétaires qui n'en souhaitent pas vont devoir payer pour avoir une infrastructure, les projets ne se votent pas. C'est comme ça que Logivolt a été créé. Donc en amont, la copropriété n'a aucun frais avancé, les copropriétaires qui ne souhaitent pas de borne n'ont pas de frais avancés, et Logivolt prend en sa charge les travaux de financement. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on va se rembourser, effectivement, parce que nous ne sommes pas une subvention. Aujourd'hui, le remboursement va se faire lorsqu'un copropriétaire va lever la main, une fois que l'IRVE va être livré, une fois que l'infrastructure va être installée. Lorsqu'un copropriétaire va demander d'avoir une borne d'installer sur sa place de parking, on va lui demander ce qu'on appelle, nous, un droit de connexion, une quote-part, qui va correspondre à un frais pour se raccorder à l'infrastructure que nous aurons initialement payée. Je précise que ce droit de connexion, cette quote-part est connue d'avance, elle est présentée en assemblée générale. Les copropriétaires ne la découvrent pas au moment où ils vont lever la main pour avoir une borne. Et donc, cette quote-part, elle va nous permettre à nous, au fur et à mesure des connexions, au fur et à mesure que des utilisateurs, des copropriétaires, des locataires vont demander une borne sur leur place, de nous rembourser de l'investissement qui aura été fait. Donc ça, c'est vraiment une notion importante, c'est de se dire que les seules personnes qui auront à payer quoi que ce soit dans le cadre des projets de bornes sur leur parking, c'est uniquement les utilisateurs, c'est uniquement ceux qui auront une borne sur leur place de parking. Si on ne souhaite pas passer au véhicule électrique, si on n'a pas de véhicule électrique, si on n'a pas envie d'avoir une borne sur sa place de parking, on n'aura jamais rien à débourser et on va pouvoir effectivement avoir des projets dans des copropriétés et on va pouvoir avoir des projets où s'il y a un seul copropriétaire qui souhaite une borne, il pourra avoir sa borne installée sur sa place. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui de lever ce frein-là pour ces copropriétaires et pour ces personnes qui aujourd'hui souhaitent avoir une borne dans leur place de parking. Voilà, c'est pour ça que vous avez été créé, pour lever ce frein-là, que les votes soient passés en copropriété. Alors du coup, on peut se poser la question, c'est concrètement combien va payer le copropriétaire? Parce qu'on va avoir des chiffres un petit peu, Jean-Baptiste. Oui, je comprends, on l'a dit, c'est toujours la question importante. Aujourd'hui, je vais séparer deux choses. Je vais séparer effectivement la phase travaux, la phase d'installation, d'avoir sa borne sur sa place,
Et derrière, la phase d'usage, quand on a sa bande installée et qu'on on va avoir son véhicule électrique et qu'on va le brancher. Alors, on l'a dit, la solution opérateur privé, c'est un seul opérateur qui va gérer 100% des places de parking, qui va assurer l'exploitation, qui va être clé en main. Et donc, c'est lui qui va être en charge des travaux, qui va être en charge de l'exploitation et qui va vendre aussi la borne qui va être installée. Cet opérateur-là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que en général, ça va coûter entre 1000 et 1500 euros pour avoir une borne installée, achat de la borne comprise, et aide à devenir surtout déduite aujourd'hui, donc les mécanismes à devenir qui aident effectivement à s'équiper de la borne. J'ai parlé juste avant aussi du droit de connexion qui était dû à Logivolt. Aujourd'hui, en moyenne, ce droit de connexion, il oscille aux alentours de 1250 euros. Donc concrètement, ça veut dire 1250 euros qui vont aller à Logivolt, entre 1000 et 1500 euros qui vont aller pour l'installation de la borne. Je précise aussi que beaucoup d'opérateurs, dans leur stratégie commerciale, et ils ont droit, choisissent d'offrir cette quote-part, ce droit de connexion, et donc pour le copropriétaire qui veut installer une borne, il n'aura que entre 1000 et 1500 euros à payer pour pouvoir avoir borne sur sa place de parking. Donc, c'est-à-dire l'opérateur finance la partie Logivolt. Exactement. Ça, ouais. L'opérateur, on lui a payé les travaux et derrière, il choisit pour être effectivement retenu. C'est une offre commerciale que certains opérateurs font et aujourd'hui, la plupart le font. C'est pour ça que je le précise. C'est comme avec son smartphone. On Exactement. un peu à l'achat du smartphone et en contrepartie d'être client. Tout à fait. C'est exactement ça le sujet. Donc ça, c'est pour la partie installation. Et ensuite, pour la partie consommation, une fois que la borne est installée, il va y avoir un abonnement pour la fourniture donc, du service de l'opérateur, un abonnement à débourser. Donc, je précise bien que c'est des opérateurs de service, donc il y a effectivement la fourniture d'électricité. Toutes les bornes qui sont installées dans le cadre de la solution opérateur privé sont des bornes pilotables et supervisables. C'est-à-dire qu'en général, les opérateurs proposent une application dédiée pour gérer sa recharge, etc., qui rentre aussi dans le coût de l'abonnement, des services additionnels. Donc, ces abonnements aussi entre 5, dans le meilleur des cas, aux alentours de 15 euros pour d'autres. Donc ça, c'est à payer par mois une fois qu'on a sa borne installée pour pouvoir recharger son véhicule. Et ensuite, de manière classique, sa consommation électrique liée à sa recharge. Je précise aussi également, parce que c'est une question qui est souvent posée, le coût du kilowattheure qui est facturé donc par l'opérateur, car c'est effectivement lui qui a l'abonnement et le fournisseur d'accès à l'électricité dans le cadre de la solution opérateur. C'est important de le préciser, beaucoup d'opérateurs aujourd'hui choisissent de proposer un tarif réglementé, donc un tarif bleu. Donc de ce coup-ci, il n'y a pas trop de surprises et certains effectivement vont peut-être appliquer une certaine marge, donc c'est aussi important à regarder. Voilà, donc du coup, il faut regarder, il faut faire des devis avec différents opérateurs pour effectivement savoir quel opérateur je vais avoir, parce que finalement, il y a un contrat sur une durée aussi. Oui, tout à fait. C'est un très bon point. Alors la copropriété va effectivement signer avec un opérateur qui va s'occuper de toute la copropriété. Elle n'est pas engagée à vie avec cet opérateur-là, je préfère rassurer. Il y a des conventions qui sont signées entre Logivolt, entre l'opérateur et avec la copropriété. Mais effectivement, aujourd'hui, vous serez obligé de vous poser la question à partir du moment où une solution du réseau électrique auto, une solution publique est mise à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, une solution opérateur privé doit aussi être mise au vote. Et nous, ce qu'on encourage aussi chez Logivolt, c'est de ne pas en mettre qu'une seule, ce qui est hyper important. Nous, Logivolt, aujourd'hui, on finance plusieurs opérateurs, je l'ai dit, les principaux, mais on encourage toujours les copropriétaires à mettre 2, 3 devis à l'ordre du jour pour pouvoir prendre une décision éclairée, la plus éclairée possible. On n'imposera jamais le choix du prestataire, on laisse complètement libre la copropriété, les copropriétaires. Ça, c'est pareil, on se doit de rester neutre, on est une filiale de la Caisse des dépôts, on se doit de rester neutre. Aujourd'hui, je peux quand même vous donner des clés, des éléments peut-être à ceux qui nous écoutent pour comment comparer des opérateurs, comment effectivement faire son choix. Aujourd'hui, je l'ai dit, c'est des opérateurs de recharge, c'est des opérateurs de service. Et donc, derrière cette notion de service, il va y avoir quels services ils vont pouvoir apporter en plus du socle de base qui va être abordé, c'est-à-dire de pouvoir recharger sa voiture. A priori, n'importe quel opérateur apportera ce service-là. Donc, c'est important de se demander, est-ce qu'il y a des services additionnels dans mon abonnement? Est-ce qu'il y a une application qui est dédiée? Est-ce que je vais pouvoir piloter ma borne à distance? Est-ce que je vais avoir une carte qui va me permettre de pouvoir aussi potentiellement déverrouiller des bornes de réseau public? Voilà, ça c'est un premier point de comparaison, c'est de comparer entre différents opérateurs quel est le service concret qu'ils vont m'apporter en plus de la recharge de mon véhicule. Le second point de comparaison, et ça il est clair, c'est forcément le coût d'usage. Quel est le prix de l'abonnement? Ça c'est assez transparent. Quel abonnement il va y avoir entre deux opérateurs? Et le dernier point, et on l'a dit, et c'est pour rebondir sur ce qu'a dit Laurent juste avant, il y a une infrastructure qui va être installée dans son parking
Qui dit infrastructure dit études techniques. Qui dit études techniques dit implantation, schéma d'implantation. Où vont passer les chemins de câbles? Quels vont être les chemins de câbles qui vont être installés? Et ça, c'est véritablement un choix qui est potentiellement parfois aussi peut-être par complexité du problème, mais ne pas hésiter à poser la question à son opérateur, aux différents opérateurs de concrètement où vont passer mes câbles, comment ça va se passer, à quoi va ressembler l'infrastructure primaire. Ça, c'est vraiment les 3 points d'attention à avoir. Ludovic, oui. Oui, non, je trouvais très intéressant le propos là pour aider les copropriétés à comparer les solutions. Et pour aller plus loin, il existe aussi une fiche qui est proposée sur les sites d'Advenir et Je roule en électrique qui permet de comparer aussi pour aller un peu plus loin et aider dans cette comparaison. Alors, on va passer à la solution publique, mais juste, j'avais une dernière question. C'est les contrats durent combien de temps en moyenne? Et à la fin de ce contrat, qui est propriétaire de la borne, de l'infrastructure? Comment ça se passe? Effectivement, donc on parle bien de solutions opérateurs privés. Et donc, ce qui se passe, c'est que donc, Logivolt, quand on va financer, elle va estimer un nombre de raccordements dans la copropriété pour être remboursé. À partir du moment où ce nombre de raccordements est atteint, par exemple sur un parking de 100 places, on va estimer que s'il y a 20 bornes d'installées, on aura été remboursé notre investissement. Donc dès qu'il y aura 20 personnes qui auront demandé une borne, Logivolt va sortir du contrat, on va céder la propriété de l'infrastructure à la copropriété. C'est-à-dire que la copropriété est libre de faire ce qu'elle souhaite avec son infrastructure, libre de contractualiser avec qui elle le souhaite. Ça, c'est le premier point. Le second point, donc il y a aussi un contrat qui est signé entre la copropriété et Logivolt, qui est un contrat de 15 ans. Donc c'est soit on atteint ces fameux 20 places avant les 15 ans, soit au bout d'un 15 ans, on va se poser la question et de se dire on est à combien, à quel taux a été atteint sur ce nombre de connexions, et est-ce qu'on doit prolonger ce contrat entre la copropriété et nous? Ça, c'est le premier point. Et ensuite, il y a le deuxième sujet, c'est la convention qui va être signée avec l'opérateur privé, qui sont des contrats de 5 ans, renouvelables, effectivement, avec mise en concurrence qui va être fait au bout de 5 ans. Donc je tiens à rassurer les copropriétaires, ils ne sont pas pieds et poings liés avec un opérateur privé. Elles peuvent effectivement remettre en concurrence tous les 5 ans et ensuite choisir un nouvel opérateur pour opérer l'infrastructure qui aurait été mise en place. Voilà. Compris. Alors on va rentrer maintenant, on va faire le pendant avec vous, Didier, là, sur la solution réseau électrique auto, donc la partie publique. La question, c'est combien ça coûte pour le particulier, comment ça se met en place? Alors, en termes de financement, dans le cadre de cette solution à comptage individuel, vous avez 2 solutions publiques, 2 solutions possibles. Soit la copropriété décide de financer elle-même les travaux de l'infrastructure collective. Ça reste possible. Et on a environ un tiers des copropriétés qui font ce choix. Aujourd'hui, elles autofinancent l'infrastructure et donc chaque copropriétaire paye au tantième le coût de cette infrastructure, au tantième du parking. Oui, parce qu'à un moment, il faut quand même payer de toute manière. Oui, et d'ailleurs, dans le cadre de la solution opérateur privé, c'est pareil. Effectivement, j'ai parlé de la solution Logivolt. Donc ça reste possible, je tenais à le préciser, parce que j'ai été surpris d'entendre ce chiffre récemment, qu'il y a encore environ un tiers des copropriétés qui font ce choix-là. Donc c'est à regarder. Ça peut être notamment intéressant dans des petites copropriétés, sur des parkings intérieurs assez simples, où grosso modo tout le monde est partant pour faire cette installation. À ce moment-là, ça peut revenir moins cher aux gens qui vont s'équiper que de faire appel à une solution de préfinancement. Oui, puis on simplifie aussi tout le processus. Voilà, on est dans un schéma assez classique, comme n'importe quel autre investissement au niveau de la copropriété. Et puis la deuxième solution, il va exister quelque chose d'assez similaire au financement type Logivolt pour les opérateurs. Là, on va être dans ce qu'on appelle un préfinancement par le gestionnaire du réseau de distribution. Et donc, 10 pour 90%. Hein. Oui, c'est ça. C'est toujours quand on dit gestionnaire du réseau de distribution. Le GRD, gestionnaire du réseau de distribution, pour les particuliers qui nous écoutent, ça ne parle pas. Voilà. Alors j'aurais pu, si j'avais voulu utiliser. Je n'aime pas qu'on dise Enedis, mais enfin, je le dis. Moi, je me permets de le dire, donc je le dis. Moi. Si j'avais voulu utiliser un autre acronyme, j'aurais pu dire financement par le TURP. Parce que on paye tous une taxe sur nos factures d'électricité qui s'appelle le TURP, qui est le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Et une partie de ce TURP peut être fléchée sur le financement des infrastructures de recharge de véhicules électriques. À la fin, ça reste l'utilisateur qui finit par payer de toute manière.
Alors, voilà, je vais vous expliquer comment les choses s'opèrent dans ce cas-là. Donc, le principe est exactement le même qu'avec Logivolt. Il s'agit de faire en sorte que la copropriété ne paye rien ou presque rien de l'infrastructure collective au moment où elle est installée. Donc ça a pour but de lever tous les freins des copropriétaires qui, n'étant pas, pour certains, intéressés immédiatement par le véhicule électrique, n'ont pas envie de payer pour les autres qui ont un véhicule électrique. Donc, on fait en sorte, grâce à ce mécanisme de préfinancement, qu'au moment des travaux de cette infrastructure collective, la copropriété elle-même ne paye quasiment rien. Alors, dans les faits, ce n'est pas totalement rien. Il peut y avoir des cas de figure où on a ce qu'on appelle des travaux complémentaires. Par exemple, si vous avez sur un parking extérieur des pavés, voilà, une typologie particulière, vous avez une tranchée qui est creusée, il faut changer les pavés. Ça, ce n'est pas le gestionnaire du réseau de distribution qui paiera. Il peut y avoir des petits coûts additionnels qui seront à la charge de la copropriété, mais ça reste minime au regard de l'ampleur du projet. Donc, il y a une convention qui est là aussi signée, non pas avec Logivolt, mais avec le gestionnaire du réseau de distribution. Donc, c'est une convention pour 20 ans, c'est-à-dire qu'il y a aussi un mécanisme de quote-part où seuls les copropriétaires qui veulent s'équiper, au moment où ils s'équiperont, ils paieront cette quote-part sur l'infrastructure publique qui aura été installée. Et cette quote-part, elle est là aussi définie dans cette convention, connue au moment de l'Assemblée générale, et elle est fixée pour 20 ans à un indice INSEE d'évolution du coût de la vie près. Donc, les choses sont définies et vraiment peuvent être intégrées par les copropriétaires au moment du vote en Assemblée générale. Le copropriétaire qui va vouloir s'équiper, au moment où il veut s'équiper, il va payer un droit de raccordement au réseau. Il va payer 7 quotes-parts dans le cas du préfinancement. Il va payer le matériel qui sera installé sur sa place de parking, donc bien entendu sa borne de recharge, mais aussi notamment dans le cas des parkings ouverts, une armoire dans laquelle on va venir intégrer le compteur Linky. Il va payer son consuel pour sa place de parking. Donc tout ça correspond à une enveloppe qui est assez similaire en termes d'ordre de grandeur. On va être autour de 1 500 €, on va dire, en parking intérieur, parfois un peu moins. Bon, ça va dépendre là aussi des mandataires, de la complexité de l'installation, mais c'est à peu près le reste à charge au niveau des copropriétaires en parking intérieur. En parking extérieur, ça sera un peu plus élevé, mais les fabricants comme nous travaillons actuellement sur des solutions techniques permettant de rendre plus accessibles les parkings extérieurs également. Oui, donc je retiens 2 chiffres rapidement. Avec les financements, c'est 1 200 € à peu près pour l'infrastructure dans les deux cas, et puis à peu près 1 500 € pour finaliser, installer sa borne. C'est à peu près ça dans les deux solutions. Oui, sur des modèles de parking intérieur. Oui, sur le modèle parking intérieur, effectivement, les parkings extérieurs, il y a toujours effectivement nous aussi un petit coût supplémentaire sur la borne, etc., parce que ce n'est pas les mêmes équipements. Voilà, mais ça, je sais que c'est toujours très difficile d'annoncer des chiffres tant qu'on n'a pas il n'y a que des spécificités, que des cas particuliers. On sait que dans le bâtiment et dans l'électricité, c'est le cas. Voilà, donc ça c'est très clair. Je voulais juste reposer une question à Laurent dans les deux solutions, en termes de financement, en termes de coûts, pour les chemins de câbles, est-ce qu'il y a un impact ? Alors, dans le cas du réseau électrique auto, en dessous de 2 mètres, l'impact est nul parce qu'en fait, la solution est obligatoire. Ouais. Dans le cas des solutions opérateurs, c'est au choix de l'opérateur, en accord avec la copropriété, de quelle est la solution technique qui va être mise en œuvre. Il n'y a pas forcément des écarts de prix très importants pour des différences d'esthétique, de fonctionnalité et de sécurité qui, par contre, sont très importantes. Donc, les enjeux financiers sont en réalité très limités quand on les ramène à la valorisation du patrimoine et au coût qui revient à chaque
copropriétaire. On peut parler dans certains cas avec du retour d'expérience. Je sais qu'avec Laurent, on a quelques retours où on sait que ça va se chiffrer à quelques dizaines d'euros et pas plus, pour une différence à l'arrivée qui, elle, est énorme. Alors, donc là ça c'est sur les chemins de câbles, mais donc sur la partie opérateur ou la partie réseau électrique auto, finalement, dans un cas, c'est l'opérateur qui va faire plutôt le choix, en accord avec la copropriété, hein, de mettre le chemin de câble, ça on a compris. Et puis dans l'autre cas, c'est la copropriété directement qui fait ce choix-là. Absolument, sachant que le gestionnaire de réseau, comme on dit depuis tout à l'heure en parlant d'Enedis, mais pour ne pas les oublier, on a un très gros opérateur gestionnaire de réseau qui s'appelle Électricité de Strasbourg, qui sont des gens qui travaillent tous sur les mêmes bases normatives. C'est la NFC 1400 qui s'applique dans ces cas-là. Juste pour pas qu'on l'oublie, la NFC 1400, c'est une norme très particulière. C'est celle qui fait que l'infrastructure collective, le pré-équipement, comme on dit, en 1400, la protection des personnes se trouve uniquement au niveau du coffret de protection de la borne. En amont, c'est uniquement une protection contre les courts-circuits et une protection contre les surcharges importantes. Ce sont des fusibles qui sont en amont. La première protection différentielle pour la protection des personnes, elle va être dans le coffret de protection de la borne qui va faire partie de l'équipement individuel de chaque emplacement. Je le rappelle toujours parce que quand on parle de sécurité, c'est important de se rappeler que la solution opérateur, c'est la norme NFC 1500 qui régit l'installation électrique basse tension. Dans cette norme-là, la protection des personnes se trouve en amont, dans le tableau principal, au point de départ de l'ensemble des câbles qui vont alimenter chacun des emplacements de parking. C'est un élément important à rappeler parce que souvent, on oublie que la protection des personnes, elle est faite par ces dispositifs différentiels qu'on va trouver systématiquement en 1500 depuis le tableau principal jusqu'à la borne et qui, dans le cas du réseau électrique auto, ne va se trouver que dans le coffret de protection individuelle qui va se trouver derrière le compteur Linky. Et donc, ça veut dire que ces câbles qui voyagent dans les parkings, à l'intérieur comme à l'extérieur, certains assurent une très bonne protection des personnes par la protection différentielle en amont. Dans le cas du réseau électrique auto, la protection elle est assurée par la double enveloppe protectrice des câbles et par des câbles très spécifiques qui vont devoir être mis en œuvre. Mais là, le chemin de câble isolant apporte une valeur ajoutée supplémentaire puisqu'on va apporter une protection par éloignement. On va empêcher le public d'entrer en contact avec des câbles qui véhiculent une tension sur laquelle il n'y a pas de protection des personnes. Voilà, donc là c'est des aspects techniques, mais qu'il fallait préciser effectivement sur la protection des personnes. Vous avez peut-être un commentaire à faire là-dessus, Laurent Non, je rejoins Laurent sur tout l'aspect normatif. Chaque copropriété va décider du type d'installation qu'elle va souhaiter. Les câbles dont parle Laurent, effectivement, sans protection par une goulotte, sont normativement au-delà de 2 mètres. Mais voilà, il y a un côté esthétique, un côté sécuritaire qui n'est pas à négliger. Oui, et les copropriétaires, ils sont sensibles à cet aspect sécuritaire quand vous les rencontrez À partir du moment où on les sensibilise, oui. Ouais. Dès que vous Bien leur sûr. en parlez, Bien sûr. ils comprennent le risque qu'il peut y avoir. Ouais. Bien sûr. Alors, justement, gardez le micro. On a dit que maintenant, on était dans un troisième temps. Hein, on fait comme une valse aujourd'hui. Donc, on rentre dans ce troisième temps qui est le temps un peu des retours d'expérience. On va vous montrer, cher public, des projets qui ont été réalisés, puis rentrer dans le détail. On a parlé différentes solutions, on a parlé financement. Maintenant, on va vous montrer des projets. Alors, Laurent, je crois que vous avez quelques éléments à nous montrer. Oui, alors une première diapositive où là, on voit la solution donc, du réseau électrique auto, où les câbles sont fixés au plafond directement par collier. Donc sur cette installation, on voit l'artère principale. Vous allez vous faire gronder là. Hein, la colonne. Il y a Laurent qui va vous... Absolument pas. J'ai aucun bon motif pour gronder Laurent parce que je sais que Laurent il est capable de déployer les 2 solutions et il va en montrer d'autres où on verra des installations sur chemin de câble. Mais cette vue est extraordinaire parce qu'elle permet d'illustrer le fait que ça, c'est 100% conforme. C'est-à-dire qu'il y a ce que dit la norme
Et après, il y a l'esprit de ce que va souhaiter la copropriété. La copropriété, ici, aurait pu demander une couche supplémentaire avec une enveloppe, avec un chemin de câble pour dissimuler les câbles. Oui, parce que là, les câbles qui passent, qui vont le long du poteau, ça c'est le réseau électrique auto là, Oui, qui passe ça. tout ça. Oui. Tout ça, c'est ça. Ok. Donc effectivement, ce qu'on voit au plafond, c'est la colonne horizontale qui va passer devant chaque place de parking et qui va permettre de desservir 100% des places. Ouais. Donc là, quand le réseau électrique auto il est installé en une seule fois et la puissance réservée est la puissance pour pouvoir alimenter l'ensemble des places de parking. Donc effectivement, c'est la solution qu'on voit déployer ici. Sur la droite, sur la droite, on voit le dispositif qui permet d'installer un coffret avec le compteur Linky et la borne de recharge. La borne de recharge, elle est intégrée dans le coffret. Un dispositif où là, on a une place qui n'a pas de mur, qui n'a pas de pilier. Et donc, on a un système de potence qui va permettre de fixer le coffret sur la place de parking avec les protections mécaniques nécessaires. Alors, on va vous montrer là. Ça c'est différents coffrets. Voilà, donc c'est différents coffrets où le copropriétaire va pouvoir installer son compteur Linky, on va dire en pré-équipement. Donc c'est en tête du parking, hein, c'est ça? Non, ça c'est sur la place de parking. C'est sur la place de parking. Ça c'est sur la place de pardon, parking. sur la place de parking. Sur sa place de parking, donc il va avoir un coffret dans lequel on va avoir le compteur Linky, le disjoncteur d'abonnés, le coupe-circuit et le tableau de distribution. Ouais. C'est un pré-équipement, donc la place elle est prête à recevoir ultérieurement une borne de recharge, mais ça permet de bénéficier de l'aide à devenir collective pour s'équiper dès les premiers travaux. La deuxième, c'est à peu près le même type de coffret, mais on voit sur le côté une prise renforcée, 3,7 kW, avec un contrôle d'accès par clé. La troisième diapositive, le troisième slide, c'est là le coffret avec la borne de recharge qui est intégrée au coffret et un contrôle d'accès par badge RFID. Et la troisième solution, c'est la même chose que la solution d'avant, mais comme on a vu, avec une fixation sur rail quand la place ne dispose pas de mur ou de piliers pour permettre de recevoir le coffret. Oui, alors chaque copropriétaire, ça c'est la grosse différence, j'ai bien compris, c'est chaque copropriétaire peut décider, moi je veux tel type de coffret et tel type de borne, ce qui est différent avec le réseau opérateur privé. Hein. Oui, tout à fait. Nous, effectivement, il y a le compteur pour faciliter la compréhension, le compteur Linky, nous, il est posé vraiment en amont du parking. Il y a un seul point de livraison qui va alimenter 100% des places. Donc, il ne va pas y avoir, comme ici, un compteur Linky par place de parking. C'est vraiment un qui est mis en amont. Et donc, il y aura uniquement la borne qui sera installée sur sa place de parking. Alors, des modèles de bornes, il y en a plein. Certaines qui ont une prise, certaines de 3, et différents constructeurs, etc. Mais effectivement, et donc, il faudra la choisir dans le catalogue de l'opérateur. Donc, la différence, c'est que ça ne sera pas, comme ici, un compteur Linky, un coffret, mais uniquement une borne à choisir. Voilà, c'est un peu plus à la carte. Laurent, alors, pour continuer. Donc, une deuxième diapo où là on a, comme Laurent le disait, une réalisation. Laurent est tout sourire. Laurent Cancial de chez Unex. Donc là, effectivement, les câbles sont protégés par une goulotte qui est fixée au plafond. On voit que l'esthétique est autre et la sécurité renforcée avec ce type d'installation. La solution pour les équipements, pour les parkings extérieurs. Donc, au premier plan, on voit un totem. Donc là, c'est un coffret dans lequel on va avoir aussi le compteur Linky, le disjoncteur d'abonnés, le tableau électrique et la borne de recharge intégrée. Donc là, celle qu'on voit, c'est une double borne. Elles sont dos à dos. Sur les parkings boxés, donc là le câble passe en façade des parkings et il va y avoir un percement et à l'intérieur on va retrouver les bornes de recharge et la platine compteur disjoncteur d'Enedis. En dessous on voit la réservation qui va être installée sur chacune des places pour un parking extérieur. Donc là, il y a un pré-équipement
à 100% de l'ensemble des places. Donc là, l'emplacement est prééquipé. Le jour où le copropriétaire souhaite installer une borne de recharge, on va venir lui installer son totem. Et sur la photo la plus à droite, on a une goulotte en surélévation qui permet d'éviter les tranchées ou de cheminer dans des chemins paysagers où la tranchée ne serait pas possible sans abîmer la végétation. Et là, on voit, on distingue un coffret qui est en surélévation, qui est au-dessus de la goulotte, qui est le coffret dans lequel il y aura le compteur Linky et la borne. Voilà, on a fait le tour d'un peu toutes les solutions, parking intérieur, boxé ou extérieur. Voilà, on a fait ce tour-là. On va faire la même chose pour vous avec David. Mais juste avant, j'ai oublié de vous présenter un petit quiz nouveau hein, pour vous mettre en forme. Avant le quiz final, qui lui, il y aura un classement qui sera opéré. Donc, je vous laisse prendre vos smartphones, cher public qui est avec nous et cher public qui est dans la salle aussi et conférencier. Voilà, Morgane va nous lancer ce quiz. Merci à vous, Morgane et Benjamin qui sont à la réalisation. Il va arriver. C'est ce que je disais, blague ce matin, c'est que j'ai une petite latence entre le moment où on lance le quiz et au moment où il arrive. Alors, quels sont les 3 critères les plus importants pour choisir une solution de recharge en copropriété? C'est un nuage de mots d'ailleurs, hein, ce n'est pas un quiz. Donc, il suffit de rentrer dans ce document, cet élément, et vous pouvez taper un mot et ça va mettre ça va faire une agrégation des différents mots et on va pouvoir en discuter quelques minutes. Le temps que ça arrive. Voilà, on voit liberté, coût, sécurité qui remonte. Est-ce qu'effectivement, pour vous, la liberté, Laurent, c'est des choses qui viennent souvent Oui, liberté dans le sens où la solution réseau électrique auto permet à chaque copropriétaire de choisir son fournisseur d'électricité, choisir son installateur. Il a quand même le sentiment d'avoir un peu plus le choix, un peu plus de liberté. Voilà, on voit sécurité, bon, on en a parlé, hein, ça c'est pour vous, Laurent. Et simplicité aussi qui remonte. Laurent a bien fait son job parce que sécurité arrive en tête au milieu du slide. Je vois qu'il remonte. Merci Didier. Mais c'est vrai que quand on parle d'installation électrique, il y a toujours une notion de sécurité qui est très importante parce que c'est une partie de l'installation qui est en apparent, en particulier quand on a des box ouverts ou lorsqu'on est en extérieur. Et c'est vrai que le côté sécurité, sur la durée de vie du bâtiment, comme le disait Ludovic tout à l'heure, c'est pour le reste de la vie du bâtiment. Et donc, il faut faire le bon choix dès le départ en anticipant sur le reste de la vie du bâtiment. Exactement, je crois que c'est aussi un thème de cet après-midi. Oui, on va en reparler. Jean-Baptiste, oui. Oui, et moi juste, le mot qui me sautait aux yeux, c'était simplicité. Mais du coup, voilà, c'est de bonne garde entre le REA, toujours liberté et simplicité. Non, parce que voilà, effectivement, le choix de la liberté, nous, comme c'est un interlocuteur unique, c'est plus simple. Mais effectivement, c'est au détriment de peut-être de l'accès à son fournisseur d'accès électricité. On sait qu'il n'y a jamais des choix qui sont simples, donc il faut toujours recréer. Choisir ses renoncements. Juste sur la simplicité, tout l'intérêt des mandataires, c'est quelque part d'assurer, autant que faire se peut, un niveau de simplicité équivalent à celui d'un opérateur. C'est un métier qui n'existait pas il y a encore quelques années et qui s'est mis en place parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait, pour les solutions public, on va dire, là aussi, un interlocuteur unique. Donc, c'est un peu ce qu'essayent de faire des mandataires. Oui, et puis des spécialistes de la copropriété qui comprennent le monde de la copropriété. David, allez, donc on va parler aussi retour d'expérience. Je vois aussi que vous avez pris plein de notes et vous avez sûrement d'autres choses à nous dire. Mais peut-être un retour d'expérience sur un parking aérien que vous avez... Oui, alors, normalement, il y a un visuel, effectivement. Donc là, c'est un parking extérieur, mais pour un parking tertiaire, en l'occurrence, quoi.
Donc c'est intéressant de le montrer aussi parce que le propriétaire qui a sa voiture, il peut aussi se recharger au bureau. Et donc, voilà. Effectivement, il faut qu'il y ait une continuité. Hein. Après, on peut avoir le pendant aussi côté collectif, hein, j'entends, quoi. Donc là, c'est un ensemble d'infrastructures, donc de points de charge. Et il va falloir alimenter ces points de charge. Donc là, en l'occurrence, c'est un projet extérieur où il y aura à terme 32 points de charge sur un parking de 100 places de stationnement, en fait, quoi. Donc la difficulté ici, c'est typiquement lié aux usages parce qu'en fait, c'est une entreprise qui veut distinguer. Donc là, il y a une notion de tarification aussi différenciée. Pourquoi ? Parce que le prix de recharge pour la flotte de véhicules sera nul, en tout cas parce que c'est l'énergie de l'entreprise. Et après, il y a les utilitaires, les véhicules de service, quoi, en fait, quoi. Voilà. Et ce qu'il voulait aussi, donc, ce client, c'était d'ouvrir au public. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement un espace où il y aura des bureaux qui va louer, quoi, en fait, quoi. Et il faut que les visiteurs puissent y accéder et se recharger, et aussi la clientèle, quoi. Donc l'objectif était d'ouvrir l'ensemble, et là c'est l'ensemble des points de charge ouverts au public. Il ne voulait pas dissocier sa flotte, dissocier des bornes pour les réserver à sa flotte, en fait. Donc là, il y a eu aussi une difficulté dans le sens où, à la base, donc au tout début du projet, quand je suis intervenu, il n'y avait pas la place dédiée pour le placement des armoires, quoi, en fait, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est des choses qui arrivent alors, de moins en moins, mais encore. Donc armoire de puissance et armoire de commande, quoi. Donc toute la partie data, quoi, en fait, quoi. Voilà. Et sur donc là, sur la partie data, on a intégré un système de gestionnaire dynamique de recharge et en priorisant aussi, parce que ce n'est pas présent sur le visuel, mais il va y avoir des ombrières solaires, du photovoltaïque notamment. Et l'idée, c'est effectivement de prioriser le flux énergétique par rapport au coût énergétique. Donc, soit faire du stockage d'énergie et quand le coût de l'énergie est beaucoup plus onéreuse sur le réseau, on va favoriser la production locale, en fait, quoi. Oui, parce que dans la solution opérateur, il y en a tout l'électricité qui arrive à un point, et donc il faut gérer la recharge et la puissance qui va être attribuée. Voilà, en fait, en fonction des véhicules qui vont arriver, la puissance va évoluer. Ouais. Et donc l'idée, c'est de se dire, est-ce que, il y a deux possibilités, est-ce que la puissance du réseau est suffisante ? Et après, on va regarder le coût énergétique sur le réseau. On est dans une copropriété, c'est pareil. Hein, c'est pareil, on pourrait avoir le même modèle, quoi. Mais ça veut dire que donc, si tout le monde se branche en même temps, c'est peut-être une différence. Voilà, alors effectivement, on pourrait minimiser en fait la puissance appelée au niveau du point de livraison et complémenter par du photovoltaïque, du stockage d'énergie en fait qui aurait été fait préalablement, en fait, quoi. Voilà, donc il y a un pilotage plus fin au niveau opérateur, mais dans la solution publique, hein, Didier, pour vous faire rebondir là-dessus, c'est chacun qui décide la puissance qui va revenir à son compteur. Alors, j'invite l'auditoire à venir à la conférence de 15h parce que j'ai prévu d'expliquer justement comment... Ça, c'est un teaser. Alors. comment les choses se font en termes de puissance. Voilà. Alors, juste pour revenir un peu sur l'aspect puissance, effectivement, copropriété, alors c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose parce qu'en copropriété, on va rester majoritairement sur du 7,4 et je pense ce que va dire Didier tout à l'heure. 7,4 kW, pardon, en AC. En AC, donc alternatif, courant alternatif. Voilà. Donc mode 3. Mode 3, typiquement, c'est une charge en mode 3. Quoi. Ça, c'est le standard. Hein. C'est le standard, voilà. Et par contre, on recharge une voiture en combien de temps avec ça va dépendre. En fait, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Ça va dépendre du véhicule, ça va dépendre de sa capacité, de la batterie, du niveau de charge. Oui, donc mais sur la moyenne, c'est quoi ? C'est une moyenne 4 heures, je sais pas. Grosso modo, avec ce type de puissance, on récupère 50 km d'autonomie par heure. Voilà. Il faut savoir que 80% des Français font moins de 50 km par jour. Donc en une heure, on couvre son besoin journalier.
Et en une nuit, on a fait globalement le plein. Voilà. Et l'idée, c'est pas d'atteindre non plus les 100% de charge au niveau de la batterie du véhicule, mais plutôt de s'orienter sur des 80% de charge. En fait, quoi. Voilà. Et la puissance, donc pour revenir sur la partie puissance, donc là, dès qu'on a une solution ouverte au public ou en parking d'entreprise, alors sur les parkings d'entreprise, on peut mixer les puissances en ciblant justement si on affecte des points de charge typiquement à des salariés qui vont être là, donc des collaborateurs qui vont être en sédentaire, hein, on pourrait retomber sur une puissance qui est proche de celle de la copropriété à 7,4, quoi. Voire peut-être moins même. Mais aujourd'hui, le standard reste du 7,4. Quoi. Et par contre, si on est ouvert au public, il faut accueillir l'ensemble des véhicules électriques qui ont des chargeurs embarqués, donc monophasés à 7,4, mais aussi triphasé qui est principalement du 11 kW. Quoi. Donc aujourd'hui, pour ne pas pénaliser les véhicules monophasés, donc là c'est un peu technique, pardon, mais on va déployer des points de charge à 22 kW en fait, quoi, tout simplement. Quoi, en fait, quoi. Ouais. Voilà, ça sur la recharge, il y avait autre chose que vous vouliez dire Alors oui, alors il y a eu des difficultés aussi pour trouver l'opérateur de recharge, en tout cas donc ce qu'on appelle le CPO aussi, quoi. Donc c'est un opérateur de recharge qui lui, il va non seulement aussi pouvoir faire de la tarification différenciée, mais en fait on va lui demander aussi d'avoir ses serveurs qui soient implantés en France ou dans l'Union européenne, encore une fois. Oui, quoi. il y a une question de souveraineté. Et des de données, sécurisation des données, quoi. Ouais. C'est surtout ça qui est important. Quoi. Donc, Oui, je précise effectivement sur la solution opérateur privé, ça fait partie du prééquipement, il y a effectivement une petite baie de brassage, voilà, un petit serveur qui est installé dans chacune des copropriétés pour récupérer la donnée des bornes et pour ensuite faire la facturation au réel de chacune consommation d'électricité. Donc ça fait partie du prééquipement de la solution opérateur privé. Comme on n'a pas le compteur Linky individuel lié à une personne physique, il y a cette redispatch et ce calcul qui est fait via un petit serveur qui est mis dans la copropriété. Voilà, donc il y a une souveraineté là, sur Exactement. les données, là, qui est demandée. Ouais. exactement. Voilà, merci David. Mais on va revenir à vous. Alors, on continue. D'ailleurs, j'avais une question à vous poser, Ludovic. On a parlé de chacun à sa place, hein, attitré dans ce qu'on a décrit hein, comme mécanique. Là, David parlait aussi de places partagées avec un public qui peut être accueilli. Ça peut arriver aussi en copropriété qu'il n'y ait pas de place attitrée. Comment ça se gère alors ? Alors tout à fait, effectivement, c'est vrai que la copropriété ou le logement collectif, il y a des configurations diverses et variées. Et certains parkings, et c'est pas marginal, hein, c'est même significatif, certains parkings, donc on ne dispose pas de sa propre place et finalement on va se garer sur une place qui est disponible, etc. Et malheureusement, quasiment, les solutions techniques qu'on a présentées jusqu'ici, elles pourraient dans une certaine mesure répondre aux besoins de ces parkings-là. Néanmoins, les offres qu'on a décrites ne sont pas adaptées puisque en fait, chaque place est occupée en fonction des jours par une personne différente. Donc pour ces parkings-là, il y a quand même des solutions, et notamment la solution qu'on appelle borne partagée, donc qui consiste à finalement équiper une grappe de place du parking avec des bornes qui pourront, en fonction des besoins et des jours, être utilisées par différents copropriétaires qui peuvent réserver la borne, s'identifier via des badges et ensuite, via l'intervention du prestataire technique qui aura installé les bornes, se voir facturer leur consommation. Donc oui, c'est un cas important et s'il y a des gens qui nous regardent qui sont concernés par ce type de parking, sachez qu'il existe également des solutions et notamment des solutions de bornes partagées qui vous permettront de répondre aux besoins de recharge. Des solutions techniques et qui sont financées aussi, qui sont aidées. Exactement, c'est également financé. C'est vrai qu'on n'a finalement pas pris le temps de décrire les différentes aides à devenir, mais nous, donc, on va financer les infrastructures collectives, donc tous les équipements amont avant les bornes, grosso modo à hauteur de 50% du coût de l'installation, donc c'est de la subvention, il n'y aura rien à nous rembourser. Et pareil, dans les deux solutions. Hein. Exactement. Et après, donc, chaque borne individuelle
fera l'objet d'une subvention complémentaire, également environ 50%. Et aujourd'hui, donc, avec un plafond à 600 €, voilà, qui est souvent relayé. Mais on va également financer les solutions partagées. Et là, donc, ça sera aussi environ 50% du coût, avec un plafond supérieur, parce qu'on sait que ces bornes ont un coût un peu plus élevé. Donc nous, finalement, on vient réduire de moitié la facture pour les différentes personnes. Et voilà, ça a été évoqué, mais pas forcément dit. Donc il faut savoir, c'est très important, qu'aujourd'hui, le programme, il est disponible jusqu'à fin 2027. Donc, il ne reste plus que 2 ans pour bénéficier des aides. Et pour une copropriété, ce n'est plus que 2 AG pour mettre une solution au vote. Donc, c'est vraiment le moment d'agir et de s'équiper, puisqu'après, donc, ça coûtera malheureusement 2 fois plus cher. Et oui. Voilà, si vous voulez en profiter. Alors, Laurent, alors pour continuer, on voulait montrer aussi des réalisations de chemin de câble, hein, dans les règles de l'art. Chemin de câble, le but, c'est d'abord de montrer des infrastructures collectives de recharge faites dans des parkings intérieurs sur les 2 vues qu'on voit ici. Alors, je ne dirais pas à 100% que c'est l'entreprise 2B qui a fait cette installation, mais ils en ont fait quelques-unes. Merci Laurent. Et effectivement, on voit nettement sur ces images, si vous vous rappelez les photos qu'on a vues tout à l'heure, ici les câbles sont invisibles, ils sont à l'intérieur des chemins de câbles, et le chemin de câble, qu'on soit en réseau électrique auto ou en solution opérateur, le chemin de câble sera le réceptacle de l'évolution future de l'installation. Il n'y aura pas à retirer de chemin de câble dans le cas par exemple du réseau opérateur. Il n'y aura pas à retirer une installation complémentaire. Le câble additionnel va circuler dans le chemin de câble. Dans le cas du réseau électrique auto, on pourra faire les connexions directement à l'intérieur du chemin de câble et faire partir la dérivation individuelle vers l'emplacement de parking concerné pour le propriétaire, le copropriétaire qui voudra équiper son emplacement. Ici, l'enjeu, c'est de montrer qu'on peut faire des choses qui sont belles, fonctionnelles, évolutives, et sans forcément un surcoût rédhibitoire, puisqu'on a parlé tout à l'heure, j'ai bien vu que le numéro 1, c'était la sécurité, mais il y avait un numéro 2 qui arrivait derrière, sous différentes formes, qui était le coût et le financement. Et ici, c'est important de savoir que ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher d'avoir une belle installation qui valorise votre patrimoine pour le restant de la vie de la copropriété. Et on va voir sur les vues suivantes que ces solutions peuvent être déclinées. Juste pour revenir sur en restant sur cette vue-là, si j'ai bien compris, il peut y avoir un câble, techniquement, on va retirer des câbles. Dans le cas de la solution opérateur, en fait, il y a un câble par emplacement. Ouais. Donc, autant d'emplacements à alimenter, autant de câbles à tirer depuis le tableau principal. Ça, on le tire quand la personne commande sa borne. Donc, ça veut dire qu'il faut... si on n'a pas mis de chemin de câble, on va retirer un câble, le réagrafer. Oui. C'est un peu ça qui va se passer. Alors, pour les puristes, et j'ai vu Laurent bondir sur sa chaise, on ne tire pas les câbles, on pose les câbles. On pose les câbles, ouais. Mais c'est une expression dans le jargon professionnel, on dit qu'on tire un câble. En fait, on va installer un câble qui va partir du tableau de distribution, qui va aller vers l'emplacement. Et effectivement, à chaque fois qu'il y a un câble, un emplacement nouveau, il y a un câble à rajouter. Voilà, en solution réseau opérateur, il y a ce que Didier appelait tout à l'heure la colonne électrique horizontale, qui est un câble unique, qui est dimensionné. Alors, il peut y en avoir plusieurs, parce qu'en fonction du nombre d'emplacements alimentés, il peut y avoir plusieurs câbles, parce que la puissance demandée le nécessitera. Mais il y aura uniquement à positionner des connecteurs sur le câble principal, qui va fonctionner comme une colonne vertébrale. Et colonne vertébrale depuis laquelle on va dériver par une dérivation individuelle vers l'emplacement à alimenter. L'enjeu du chemin de câble dans ces deux solutions, c'est de dissimuler, autant qu'il soit possible de le faire, une partie technique de l'installation. Parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que autant vous avez d'emplacements à alimenter, dans une solution comme dans l'autre, autant il va y avoir de câbles qui vont aller depuis le chemin de câble vers l'emplacement et la borne de recharge. Tout l'enjeu, c'est d'apporter cette couche de sécurité additionnelle et cette couche esthétique complémentaire qui vient faire que
ça reste beau. Alors, il y a, je crois, un autre élément. Oui, pour parce la que, partie extérieure. Oui, bien entendu, parce qu'on a beaucoup parlé des parkings intérieurs. Didier évoquait tout à l'heure les parkings extérieurs. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est que toutes les copropriétés ne disposent pas d'un parking intérieur. Certaines ne disposent d'ailleurs d'aucun parking. Quand on est dans une ville comme Paris, il n'y a parfois que la rue pour garer sa voiture. Un certain nombre de copropriétés disposent de parkings extérieurs. Et dans ces cas-là, la question qui va se poser, c'est peut-on ouvrir des tranchées pour dissimuler l'installation et quel va être le coût de la solution technique et l'impact sur l'esthétique du parking et des espaces verts? Aura-t-on un mur d'appui pour faire circuler un câble en appui sur ce mur? Dans le cas des box, aura-t-on la place pour faire passer les câbles au-dessus des linteaux? Quelle solution faudra-t-il trouver? L'enjeu, c'est de montrer qu'en réalité, il existe toujours une solution. Ça n'existe pas qu'il n'y ait pas de solution. Mais la complexité de la solution va varier en fonction de la complexité du projet. Le plus souvent, ça reste des solutions simples. Voilà, merci pour ces deux éléments. Je précise, vous avez chacun des diapos en annexe, ce qui est votre cas, Laurent, avec des éléments techniques qui sont fournis. Et donc, le public, en fin de conférence, recevra toutes les diapos que vous pourrez regarder tranquillement. Absolument. Je suis naturellement bavard et j'ai tendance à mettre beaucoup de slides. Mais avec Anne Bazin qui m'accompagne aujourd'hui, on a préparé une présentation pour les gens qui nous écoutent et vous pourrez la retrouver dans les annexes. Voilà, vous pouvez retrouver dans les annexes toutes les diapos techniques pour vous tous d'ailleurs. Alors, dernier point avec vous, Ludovic, et puis après on a vous savez, le petit tour de table de questions rapides que je vais vous poser. Où est-ce qu'on va trouver des ressources complètes pour les copropriétaires? Vous en avez commencé déjà à en citer quelques-unes sur votre site. Voilà, tout à fait. Je crois qu'on a beaucoup parlé. Il y avait beaucoup de choses à comprendre et à apprendre pour les gens qui nous regardent. Évidemment, tout ça se décante. Et puis après vient le temps de l'action. Et donc, le programme Advenir a mis en place un portail, copro.jeroulenelectrique.fr, sur lequel vous allez pouvoir retrouver, au-delà de l'information disséminée dans cette conférence, des outils pratiques pour vous permettre d'avancer dans vos projets. Donc, on a ce qu'on appelle un manuel de la recharge, qui est un document de synthèse qu'on peut partager entre copropriétaires pour informer simplement. On a des questionnaires de recensement à mettre dans les boîtes aux lettres. On a des tableaux d'aide à la décision, des clauses types de PV d'AG, des vidéos pédagogiques, un annuaire d'installateur pour contacter quelqu'un près de chez soi, des fiches mémo, des guides pratiques. Voilà, il y a tout un tas de ressources qui vous permettent d'avancer sur vos projets et d'être outillés pour le faire. Donc, on vous invite à vous rendre sur ce site qui sera l'occasion de trouver, comme je l'ai décrit, tout un tas d'outils pour équiper vos copropriétés. Voilà, et puis on va vous montrer également, il y a un webtoon qu'on a fait, on va vous montrer un autre QR code. Vous savez, aujourd'hui, on montre des QR codes, un autre QR code, puisqu'on a mis en place, vous avez mis en place un webtoon aussi pour avec plaisir, oui, donc effectivement. Donc ça, c'est la plateforme pour retrouver les outils, mais il faut parfois faire de la pédagogie un peu plus large. Ouais. La voiture électrique en France permet de réduire de diviser par 3 les émissions de CO2 du transport léger. Les batteries, ça se recycle à 95%, et au contraire, le développement d'une filière automobile sur le territoire, de la mobilité électrique sur le territoire est aussi un vecteur de souveraineté en termes de matériaux stratégiques, en termes d'énergie, en remplaçant des importations d'hydrocarbures par des consommations électriques d'électricité produite en France. On va pas parler géopolitique. Et voilà, on va pas parler géopolitique, c'est pas l'objet. Néanmoins, voilà. On voit la difficulté qu'il peut y avoir, oui. À travers ce support, donc, qui est une BD interactive, on suit les aventures de Thomas. Donc, épisode 1, on va en comprendre un peu plus sur les vertus de la transition vers l'électrique. Épisode 2, Thomas va saisir son syndic pour avancer sur un projet d'infrastructure collective, et il va recevoir toute l'aide adaptée de la part de ses professionnels, que l'on salue bien évidemment.
Et épisode 3, ça sera Thomas qui s'équipe d'une borne sur sa place. Et donc voilà, c'est un outil qui peut être utilisé dans les copropriétés pour créer de l'adhésion au projet et pour voilà, offrir un niveau de documentation préalable à la prise d'une décision en AG par exemple. Donc là, n'hésitez pas à agrafer des affichettes avant l'AG de copropriété. Ça permettra de faciliter les décisions et d'informer les copropriétaires. Alors, gardez le micro, alors Ludovic. Donc, on arrive sur la fin, sur ce dernier tour de table sur lequel on avait le principe. Je vous rappelle, le principe, c'est vous avez 30 secondes, 1 minute maximum. Je parle pour les plus bavards, pour répondre à la question qui vous est posée, pour synthétiser cette conférence qui a eu lieu ensemble. Ludovic, en 2026, quel est le chiffre qui doit faire réagir tous les copropriétés sur les bornes de recharge? Alors moi j'ai choisi le chiffre 2 puisque voilà, comme je l'ai déjà évoqué, le programme Advenir est disponible jusqu'à fin 2027. Donc ça vous laisse 2 ans pour bénéficier des aides publiques qui vont vous permettre de financer 50% des projets. Et 2 ans, pour une copropriété, c'est 2 AG. Donc il faut effectivement se saisir de ce sujet pour bénéficier des aides et diviser par 2 le montant de la facture. Merci. Allez, on continue avec vous, Jean-Baptiste. Prenez le micro. Combien coûte vraiment l'utilisation d'une borne pour un copropriétaire? Est-ce que vous avez un ordre de grandeur? Pour l'utilisation, l'abonnement au service oscille entre 5 et 15 euros, auquel il faut rajouter sa consommation. Et je vais compléter aussi par l'installation d'une borne. Pour l'achat et l'installation d'une borne, il faut compter entre 1 000 et 1 500 euros, prime Advenir déduite, auquel il faut parfois rajouter une quote-part liée à l'infrastructure collective. Vous allez devenir tous très bons parce que je vois vous regardez la caméra. J'ai pris exemple sur Ludovic. J'ai vu Ludovic faire. Là, les amis, chers conférenciers, vous êtes voilà, il n'y a plus besoin de vous coacher. Alors, Laurent, vous allez prendre le micro. Quel est Laurent Courcial, bien sûr. Laurent, quel est l'argument choc pour convaincre une copropriété d'investir dans un chemin de câble isolant? Alors, il n'y a pas un seul argument, c'est un combo. Le premier, on en a parlé, c'est l'esthétique. Le deuxième, c'est l'évolutivité. Le troisième, c'est la pérennité. Et je vais finir par la sécurité parce que c'est ce qui est ressorti en élément primordial tout à l'heure. Voilà le combo gagnant de pourquoi choisir la solution du chemin de câble isolant Unex. Merci. Ensuite, allez, Laurent, on va continuer avec... Alors, quel est le délai minimum pour installer un réseau électrique auto en copropriété? Comme Ludovic, 2. 1 an avant la date d'AG et 1 an pour la réalisation des travaux, la réception et la mise en service et percevoir les aides. Voilà, donc on a là un temps équivalent. Ensuite, avec vous, Didier, la solution réseau électrique auto, en une phrase, pourquoi est-ce qu'elle répond aux besoins des copropriétés aujourd'hui? Alors, d'abord, je dirais bien que les 2 solutions sont complémentaires et chaque copropriété fera son choix en fonction de ses propres préoccupations. C'est important à dire. Je ne vais pas parler à nouveau de la liberté puisqu'on a suffisamment évoqué ce mot tout à l'heure. Je dirais tranquillité d'esprit. Tranquillité d'esprit parce que l'infrastructure est dimensionnée dès l'origine pour 100% des places. Tranquillité d'esprit parce que la maintenance de l'infrastructure collective est réalisée par le gestionnaire de réseau de distribution. Voilà, une tranquillité d'esprit aussi sur le choix de son fournisseur d'électricité et donc d'une certaine façon de la maîtrise de ses coûts. Merci à vous. Et enfin, David, avec une solution opérateur, qui est le sujet que vous avez abordé, combien de mois peut-on gagner sur un projet de borne? Clairement, on peut gagner plusieurs mois, quoi, en fait. Alors bon, en moyenne, on va gagner peut-être
quelques mois, 4 mois peut-être, parce qu'en fait, on a un interlocuteur qui est unique, c'est ce qui a été évoqué en introduction, quoi, tout simplement, quoi. Donc, on va avoir l'opérateur qui va se charger de tout, quoi, du financement, des études, des travaux. Donc, en fait, on va réduire un maximum le temps, quoi, en fait, quoi. Et on pourrait gagner davantage de temps, je pense, si il y a un travail qui est fait en amont, un gros travail qui est fait en amont, et éviter tous les temps morts et surtout les blocages en AG, quoi, en fait, quoi, voilà. Merci David. Allez, on va afficher. Alors, on a un petit quiz qui va arriver. Moi, juste avant ça, je voudrais quand même qu'on réponde à quelques questions du public qui ont posé des questions. Voilà, je suis en train de les sélectionner. Je vais en sélectionner quelques-unes. Morgane, on peut les afficher d'ailleurs à l'écran. Alors, il y a une première question que je vous pose. Demande de précision, s'il vous plaît. Quid du prix régulé de l'électricité sur le tarif bleu et non sur le tarif jaune? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre sur les prix des tarifs? J'avoue que je pense que c'est pour moi parce que la question est pour le tarif bleu. De toute façon, comme c'est un compteur Linky qui est installé pour la solution réseau électrique auto, il n'y a pas de sujet. Le tarif bleu est non sur le tarif jaune. Sur le tarif jaune, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, c'est l'opérateur en place qui va contractualiser avec un fournisseur d'accès à l'électricité. Il va contractualiser avec Enedis. Et donc, sur ce sujet, j'avoue que c'est aussi également, enfin, le prix de toute façon est connu et signé dès la convention avec l'opérateur. Donc, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là, que ce soit sur un tarif jaune ou un tarif bleu pour une solution opérateur privé. Oui, Laurent, Sur Internet, on trouve, Oui. on trouve tout. on va trouver. Voilà, sur le prix régulier, en tous les cas, voilà, ça va être c'est des informations qui sont publiques. Où trouver la liste des opérateurs Alors, j'ai envie de dire, je pense. Voilà, alors du coup sur le site advenir.mobi, dans l'onglet Mon projet, il y a un annuaire d'installateurs qui permet de trouver un installateur partout en France. Ça, c'est les installateurs et les opérateurs. Finalement, on va trouver les deux. Exactement. Ouais. En fait, il y a un menu déroulant qui permet voilà, de saisir le type d'installation que l'on souhaite. Et si on sélectionne infrastructure collective, on aura accès à un listing national d'installateurs. Petite précision, Xavier, pour les mandataires, donc les mandataires qui s'occupent de faire déployer le réseau électrique auto, on a l'association pour la recharge en copropriété, l'APREC, qui est l'annuaire de l'ensemble des mandataires sur le territoire. Donc pour pouvoir trouver un mandataire près de chez soi. Très bien. Donc ensuite, l'abonnement de l'unique compteur Linky est payé par la copropriété ou par l'opérateur privé? Alors, l'abonnement unique est bien pris en charge et c'est bien l'opérateur qui va contractualiser, qui va prendre en charge donc cet abonnement. Donc, quand je parlais des 10 à 15 euros tout à l'heure de l'abonnement, c'est uniquement ce qui va être refacturé au copropriétaire. Il n'y a pas de refacturation à la copropriété de quoi que ce soit. Et effectivement, il est dispatché et il va être dispatché entre tous les copropriétaires qui auront une borne sur leur place de parking. Alors, la solution de bande partagée n'est possible qu'avec un opérateur privé. Ludovic, ça c'est pour vous Non. ou Laurent. Vas-y, Laurent, allez. J'ai saisi le micro plus rapidement. Non, pareil pour la solution réseau électrique auto. On peut avoir un compteur Linky pour la bande partagée, mais après un dispatch de la recharge pour chaque copropriétaire. On a répondu. Allez, pour vous, tiens David, une question. Pour un parking de 40 places, comment un opérateur privé avec un seul PDL va pouvoir délivrer la puissance nécessaire si tout le monde s'équipe en véhicule électrique? Eh bien, effectivement, il va falloir dimensionner le point de charge par rapport à ce nombre de places de stationnement et il y a de la réglementation par rapport à ça. Mais il y a surtout un système de gestionnaire de puissance qu'il faudra mettre en place ou utiliser si un compteur Linky avec la sortie I1, I2, c'est la téléinfo client, et ben on va pouvoir minimiser, donc minimiser la puissance et accueillir un maximum de véhicules en recharge, en fait. Voilà. Voilà, donc on gère la puissance. Voilà, oui, il y a deux choses, c'est-à-dire que bon, voilà, les parkings équipés à 100% en véhicules électriques dans le logement collectif, c'est quand même extrêmement rare, hein, je le rappelais tout à l'heure, c'est 6% aujourd'hui le parc électrique, donc c'est pas évident que ça se produise très vite. Néanmoins, si c'est le cas, effectivement, il y a des solutions de pilotage qui sont globalement utilisées par tous les opérateurs, hein, c'est pas quelque chose
supplémentaires qu'il va falloir mettre en place. Et sur ce type de parking, effectivement, je pense que l'acteur qui proposera votre solution dimensionnera de manière conséquente le parking sans difficulté. Et puis, dernière question que je prends, quels sont les autres financeurs comme Logivolt? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, je sais pas si... Pour la solution réseau électrique auto, on l'a dit, effectivement, il y a des solutions de préfinancement, mais bon, voilà, donc qui est aussi qui fonctionne. Si on parle pour la solution opérateur privé, sur ce modèle-là, aujourd'hui, avec un financeur qui a plusieurs opérateurs qui peuvent bénéficier de la solution de financement, il n'y en a qu'un, il n'y a que Logivolt. Maintenant, il y a toujours la solution, comme on l'a dit, de financer par la copropriété en direct. Et certains opérateurs, alors je ne les ai plus en tête, pardon, il faudra m'excuser là-dessus, peuvent proposer aussi une autre solution alternative de financement, mais dont les contours vont être différents de ceux que j'ai pu présenter auparavant. Mais ça, je vous encourage effectivement à renseigner sur le site d'Advenir, d'aller vous renseigner, de poser la question directement aux opérateurs. Oui, vous êtes une filiale ou une émanescence de la Caisse des dépôts et consignations. Donc finalement, Tout à fait. C'est le bras armé de l'État qui opère à travers vous. Hein. Tout à fait. On est une filiale de la Caisse des dépôts à 100% aujourd'hui. Voilà. Donc on opère à ce titre. Alors, allez, on termine avec le quiz. Je vois, ça y est, vous prenez vos smartphones. On a posé toutes les questions qui étaient posées. Je vous laisse vous connecter. J'en vois une autre qui était le coût pour vous, Laurent, le coût des chemins de câble. Ça coûte combien au mètre linéaire? Alors, je vais faire une réponse en 2 temps. La première, c'est de rebondir sur ce que disait Ludovic. D'une part, il y a des cas de figure où c'est obligatoire pour bénéficier du financement. Donc, le coût est pris en charge par le financement. Dans les autres cas de figure, là où il va y avoir le choix entre, dans le cas du réseau électrique auto, le câble au plafond ou le câble sur chemin de câble isolant, j'aurais envie de dire, il peut ne pas y avoir de surcoût parce que certains installateurs préfèrent poser les câbles sur chemin de câble plutôt que de devoir les fixer au plafond parce que pour leurs équipes, c'est beaucoup plus confortable pour travailler. Et dans le cas d'une solution opérateur, le choix entre un chemin de câble métallique et un chemin de câble isolant, il n'y a pas forcément un écart très important. Ça peut être de l'ordre de quelques dizaines d'euros par copropriétaire et pas plus, pour un niveau de sécurité bien supérieur. Oui. Voilà, merci pour cette précision. Donc vous êtes connectés tous, on a fait toutes les questions à peu près, tous à l'outil. On va pouvoir avancer, mais peut-être Morgane, je crois qu'il faut avancer pour que les gens puissent se connecter. Hein. Il faut avancer d'une... Voilà. Vous l'avez fait déjà ou c'est le même, Hein. Ah ben ça y est, vous devez rentrer, je pense. Mais peut-être qu'il faut se reloguer. Il ne faut pas le faire en 2 fois, oui, parce que sinon... voilà, je vous laisse Alors, le temps que vous vous connectiez, je vous rappelle les règles du jeu. Écoutez-moi bien. Hein. Donc, il y a 3 questions. Chaque question, il y aura une ou plusieurs réponses possibles. Celui qui va gagner à chacune des questions, celui ou celle qui va gagner, c'est celui ou celle qui va être la plus rapide. Vous avez 10 secondes pour répondre en tout. Et bien entendu, il faut répondre juste. Vous avez compris. C'est pas appuyer sur un bouton, c'est pas un buzzer sur lequel il faut appuyer. Bêtement, on fait preuve à votre sagacité intellectuelle. Donc, à la fin de la 3e question, il y a un classement général avec un podium et il y aura des classements. C'est du jamais vu que vous aviez piégé les conférenciers. Ça, c'est du jamais. D'ailleurs, il y en a certains, mais qui de manière subtile ne mettent pas leur vrai nom. Ah, je crois que j'ai eu un problème, mon téléphone s'est déconnecté malheureusement. Oui, il y en a qui mettent de manière subtile pas leur vrai nom parce que comme ça, on ne voit pas leur classement. Ludovic, mais vous n'avancez pas voilé, Ludovic. En tout cas, sur ce quiz. Donc, on va pouvoir lancer le quiz. Vous êtes prêts avec nous, cher public aussi qui est dans la salle? Allez, attention, première question, 10 secondes pour répondre. Quel est l'avantage principal d'une solution REA pour une copropriété? Optimiser les coûts, remplacer les chemins de câble, supprimer les besoins d'un opérateur. Voilà. Vous n'avez pas eu le temps, il fallait aller vite. Donc 67% ont dit optimiser les coûts et la puissance électrique pour 100% des places. Est-ce qu'on est d'accord? Je vois, Jean-Baptiste, vous n'êtes pas...
Alors, je ne sais pas si supprimer le besoin d'un opérateur, mais on aurait pu dire de se passer d'un opérateur potentiellement aussi. Je parle sous couvert du REA, des représentants, mais qui aurait pu aussi être correct, je suppose. En effet, on n'a pas besoin d'un opérateur pour le réseau électrique auto. Bon, après, j'ai bugué un peu sur cette question parce que supprimer le besoin, ça me gênait quand même. C'était un peu dur, mais bon, c'était pour vous faire réagir. Alors, donc on va voir le classement à l'issue de ce premier sondage. Le premier, c'est Deschamps. On voit qu'il est parmi nous. Voilà, vous avez les différents classements. Anne, Fabien, JB, Benkabou. Voilà. Ensuite, deuxième question. Préparez-vous, hein, ça va arriver vite. Là, vous avez 10 secondes. C'est parti. Allez. Quels sont les rôles clés d'un opérateur dans un projet de recharge? Une petite question piège parce que il y a plusieurs réponses. Hein. Voilà, allez, ça s'est joué. On va regarder les réponses justes. Morgane, c'était les 3, il fallait cocher les 3 cases, les 3 réponses justes. Voilà, c'est un peu, ça permet de vous séparer en termes de... Je crois que Jean-Baptiste et moi avons quelque chose à dire. Mais, le financement est plutôt une affaire de financiers que d'opérateurs. Mais bon, en tout cas, les opérateurs sont les relais auprès des copropriétés. Donc, il n'y a pas de... difficulté. Il n'y a pas de... Voilà, donc là, on a le classement qui est opéré. Voilà, Deschamps tient la corde toujours, mais ça peut se jouer là, dans des moments, Laurent. Ensuite, Jérémy, Anne, Fabien et Benkabou. Et dernière question sur laquelle tout peut se jouer et vous pouvez vous refaire, chers amis publics et conférenciers. C'est parti, Morgane. On envoie cette dernière question. Quel est l'ordre de grandeur de coût pour un particulier utilisant une borne en copropriété avec un opérateur 0,10 à 0,30, plus de 0,50 par le kilowattheure. Voilà. Est-ce que c'était la bonne réponse? On est... La fourchette est très large, mais on est dedans. Voilà. Allez, quel est le résultat final, Morgane, de ce... Voilà, Laurent, bravo. Il y a depuis la première question jusqu'à la dernière question, a tenu... Voilà, vous étiez au taquet. Bravo à vous. On vous montre en termes de résultats. Je crois qu'on a fait le tour là, de ce sujet.